Ok, on voit ça. Ça marche, bon, on va regarder ça. Ouais. Merci. Bon courage. Ça, Merci, merci. C'est parti. Le micro, hein. Oui, le micro est ici. Je vais tenir. Non, mais ça va aller. Attends, je vais essayer de voir ici. Moi, je vais juste. Bonjour à tous, la formation commence, c'est parti, avec notre maître d'école du jour, Giuseppe Faletti. C'est parti. Très bien. Alors, par contre, tu vois, c'est bloqué sur le. Ok, très bien. Alors, on va commencer. Donc, alors, l'immobilier, les bases à savoir. Donc, il faut connaître. En fait, nous, notre mission en tant que commercial, on accompagne du début jusqu'à la fin donc les propriétaires. Enfin, les propriétaires, les clients, que ce soit propriétaires ou acquéreurs ou acheteurs. Propriétaire ou acquéreur, voilà, vendeur ou acquéreur. Donc, en fait, on va apprendre plusieurs étapes, donc du début jusqu'à la fin, comme j'ai expliqué. C'est dur de se faire enregistrer parce que je ne suis pas spontané, en fait. Alors, la première étape, c'est la prospection. Donc, prospection, tu sais un petit peu qu'est-ce que c'est? Chercher les clients. Voilà, chercher les propriétaires, en fait. On essaie de recruter les propriétaires pour pouvoir mettre en vente leurs biens. Donc ça, c'est la chose la plus, bien entendu, compliquée à obtenir. Donc il y a 3 techniques. La prospection, il y a 3 sortes de prospection. Ouais, vas-y. Il est là. Je vais mettre ici. Non, Regarde. surtout pas. C'est vrai que le son est bon quand on dit. D'accord. Donc il existe 3 sortes de prospection. Donc c'est hyper simple en fait. Une fois qu'on je peux te tutoyer, il n'y a pas de souci. Après, non, vaut mieux vous voyez pour l'enregistrement. Non, mais c'est pour ça, ouais. Je tutoie, mais c'est vous voyez, voilà. Alors, les 3 sortes de prospection qui existent, donc il y a soit la pige téléphonique. Donc c'est la pige téléphonique, en fait, j'appelle ça le cœur du moteur. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre à nous de renflouer et de rapporter le plus de mandats possible. Donc au plus on fait de la pige téléphonique, au plus on développe les chances de rentrer des mandats, tout simplement. Donc la pige téléphonique, en fait, c'est des appels. On a plusieurs outils pour pouvoir appeler les clients. Donc on utilise des logiciels comme Pige Online, Le Bon Coin, bien entendu, qui est numéro 1. Le Bon Coin, c'est l'objet numéro 1 de toute la commande, on va dire. Et tous les sites de vente, en fait. Donc on est en train de prospecter. Même il y a des sites aussi alors celui-là, je ne connais pas. Il y en a plein, de toute façon, il y en a plein. Comme Agent de confiance, à vendre à louer, gens de confiance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a le Bon Coin, ça je l'ai dit. On peut utiliser Marketplace aussi. Marketplace qui est pas mal. Et Marketplace, en fait, il y a quand même de plus en plus de biens de disponibles. Alors, plus de commerciaux quand même sur Marketplace, moins de particuliers. Mais le but, c'est de trouver les particuliers. Alors, la prospection téléphonique, donc la pige téléphonique, c'est le cœur du moteur. Donc c'est le moyen de prospecter numéro 1 le plus utilisé en fait en agence en général. Ensuite, il y a une deuxième type de prospection, donc c'est la prospection physique. Donc prospection physique, en fait, c'est le travail même d'un commercial, quel que soit le produit vendu. Donc nous, on essaie de récupérer. En fait, prospection physique, c'est du porte-à-porte. On va frapper chez les gens, on se renseigne dans les quartiers, on se capte des secteurs, en fait. On appelle ça de la prospection ciblée. On essaie de trouver des biens, des biens intéressants, bien entendu, tout le temps. Et on fait un peu le rôle de commercial habituel du porte-à-porte, en fait. Donc ça, c'est la prospection physique. C'est la plus facile à faire. Pour moi, la prospection physique, c'est ce qui est le plus simple à faire. On part à l'aventure, on se prend une petite heure l'après-midi, hop, on peut même très bien aller dans des lieux stratégiques comme alors, je ne dis pas qu'il faut impérativement boire de l'alcool, mais boire un café ou un soda, quelque chose comme ça. On peut très bien aller dans des cafés, dans des lieux stratégiques où il y a du monde pour brasser et se faire connaître, en fait, pour essayer d'accrocher les clients. Donc ça, c'est le côté commercial pur et dur, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, le troisième type de prospection, c'est le relationnel. Donc c'est tout le réseau. C'est tout notre réseau. Donc ça peut être la famille, les amis, les réseaux Facebook, les réseaux Instagram, enfin tous nos réseaux personnels en fait. Et on en parle autour de nous, nos amis, la famille, et on se fait connaître de plus en plus pour dire de se constituer un petit réseau. Et aussi, on peut très bien développer par l'intermédiaire de telle ou telle personne
Et dans le cadre du travail aussi, avec ses collaborateurs. Développer son réseau personnel avec les collaborateurs aussi. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui est groupe d'investissement aussi. Les réseaux, faire partie des groupes d'investisseurs, c'est très important pour les réseaux. Alors, la fiche téléphonique, il y a un truc important. Donc, admettons, je fais 1 heure de fiche téléphonique. Donc, ce soir, admettons, je vais faire des recherches sur Internet. Je vais sur Le Bon Coin. Je ne fais pas une page à la fois. J'ouvre plein de pages. Je vais ouvrir plein de pages et j'élimine au fur et à mesure. Admettons les gens qui n'ont pas leur numéro de téléphone. J'enlève. Si on arrive à envoyer un message, c'est bien, mais souvent on est bloqué parce que Le Bon Coin, ils ont un algorithme qui reconnaît les professionnels en fait. Donc ils nous bloquent. C'est pour ça qu'il faut être intelligent et savoir envoyer les bons messages. Je sais pas si je vais peut-être trop vite, non? C'est bon. Et sinon, voilà, on ouvre plein d'onglets. Toutes les maisons qui nous intéressent, on ouvre les onglets. Et ensuite, une fois qu'on a une dizaine d'onglets ouverts, on est parti. On regarde l'annonce, on analyse bien l'annonce, voir le nombre de chambres, ceci, cela. On appelle la personne. Donc, on ne se présente pas tout de suite en tant que commercial. On essaie d'entamer une conversation comme si on était acheteur, en fait, tout simplement. Il y a une façon de faire, en fait. La fiche téléphonique, il faut savoir séduire, mais dans un court temps, un court timing, le propriétaire. Donc, poser quelques questions. C'est pour ça qu'il faut bien analyser l'annonce avant. Poser quelques questions pour avoir l'histoire des 3 oui. Et une fois qu'on a les 3 oui, on a un contact beaucoup plus facile. Et après, on dit, voilà, je suis agent commercial en immobilier, je recherche ce type de bien pour proposer à mon portefeuille client. Alors, soit on fait un storytelling, c'est-à-dire raconter une sorte de brève histoire pour dire d'emballer le client, comme quoi qu'on a un client potentiel, ceci, cela. Mais là, maintenant, toutes les agences réalisent le storytelling. Donc, il faut éviter de trop insister sur le côté... enfin, moi, je pars du principe qu'il faut être le plus vrai possible, en fait. Vous voyez ? Et ensuite, si le contact est bon avec la personne, on permet de se présenter, mais une fois que le contact est bon avec la personne, pas avant. Il ne faut surtout pas dire qu'on vient de chez LMIMO si la personne elle nous envoie balader tout de suite après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le chien qui... je vais voir si elle veut sortir, peut-être. Tu veux sortir, Nana ? Allez, va. Vas-y. Hop. Donc la fiche téléphonique, en fait, il faut le développer comme ça. Fiche téléphonique, il y a 4 grands mots qui résument comment pratiquer la fiche téléphonique. Donc, alors, ici, donc préparation. Donc là, c'est ce que j'ai expliqué. Il faut toujours analyser l'annonce avant d'appeler les propriétaires, ce qui est normal, parce que si on appelle et qu'on ne connaît rien, il va dire vous avez vu l'annonce ou non ? Direct, hein, ils sont tout de suite sur la défensive, hein, les gens, il faut mettre ça dans sa tête. Hein. Ensuite, interroger, poser des questions par rapport à ce qu'on a regardé, ce qu'on a analysé. Ensuite, il faut garder le contrôle, donc garder le lead, c'est-à-dire faire vite et bien, mais tout en posant les questions et attendre à avoir les bonnes réponses, en fait, aux questions. Voilà, c'est garder le lead, ça, en fait. Et ensuite, être à l'écoute aussi. Il faut être à l'écoute du propriétaire, parce qu'on ne peut pas non plus lui couper la parole. Il faut toujours un petit laps de temps aussi pour le laisser parler et avoir un échange fluide, en fait. Donc voilà, 4 piges, P-I-G-E, préparation à l'appel, interroger, poser des questions, garder le contrôle, ne pas perdre le contrôle, surtout, et avoir gardé son sang-froid, et surtout être à l'écoute, écourter. Il faut aller vite, en fait. Voilà. Il faut écouter et écourter aussi le propriétaire. Écourter, c'est-à-dire le but de la fiche téléphonique, c'est une fois qu'on a réussi à capter l'attention du propriétaire, il faut tout de suite prendre un rendez-vous. Je suis disponible, si vous voulez, je suis disponible ce soir à 18h. Est-ce que vous êtes disponible ce soir à 18h ? Il va être pris au dépourvu, soit il dit oui, soit il dit non. S'il dit non, on retrouve une date ultérieure, c'est pas grave. Mais s'il dit oui, il faut aller être action-réaction, le plus réactif possible avec les propriétaires. Ok ? Bon, préparation, interroger, garder le contrôle et écourter l'appel téléphonique aussi. Il faut aller vite et bien. Et être à l'écoute, bien sûr, hein, bien entendu. Alors, je vais résumer. Je prends... Voilà, là ça va parce que je n'étais pas assez bien préparé. Alors... Les prospections, donc ça c'est notre façon de procéder. On a 3 types de prospection, donc je répète, il y a fiche téléphonique, prospection porte-à-porte. Donc là on va frapper chez les gens, on demande, alors il ne faut pas dire est-ce que vous vendez, parce que ça fait
ça fait neuneu, quoi, en fait. Il faut aller dire, voilà, madame, excusez-moi, voilà, bonjour, monsieur, excusez-moi de vous déranger, je me permets, voilà, j'ai entendu dire qu'il y aurait des maisons en vente dans votre secteur. Est-ce que vous auriez par hasard des informations à me donner à titre d'indication? Ce serait vraiment gentil de votre part. Voilà, en fait, il faut aller dans le sens, il faut brosser les gens dans le sens du poil, en fait, tout simplement. Et eux, ils vont dire, bah non, ou oui, tiens, telle maison au-dessus, là, donc ils donnent des informations, donc on remercie. Et par la même occasion, on dit, ou alors peut-être que vous, si vous vouliez peut-être avoir le projet de mise en vente, on est disponible, et là, on propose la fameuse estimation. Fameuse estimation. Donc là, une fois qu'on a fait la prospection, le but est d'avoir les rendez-vous. But ultime de la prospection, c'est d'obtenir les rendez-vous pour aller voir le rendez-vous. Donc c'est pour aller voir les propriétaires, échanger avec les propriétaires, voir le bien, et ensuite leur proposer de faire l'estimation qui est gratuite, bien sûr. Donc nous, on utilise aussi pas mal d'outils. Donc ça, je vous expliquerai au fur et à mesure, quand on sera sur le terrain, quel genre d'outils et comment il faut préparer une estimation. Parce qu'une estimation, ça ne se prépare pas comme ça non plus en un clin d'œil, en fait. C'est en un claquement de doigts. Il faut bien vérifier tout ce qui a été vendu autour, voir les conditions, la maison, comment elle est présentée, les matériaux utilisés dans la façon dont la maison est faite, les matériaux de la maison. Enfin, il y a plein de choses, quoi, en fait. Il y a plein de choses à prendre en considération pour faire une estimation. Voilà, donc prospection. Après, le réseau, c'est bien aussi parce que le réseau, souvent, c'est des gens qu'on connaît déjà. Donc, on a plus de facilité pour rentrer des mandats, en fait, tout simplement. Et ça peut être des mandats, on peut faire des mandats exclusifs avec les gens de confiance. Moi, j'ai un ami là, qui m'a appelé, il a vu sur Facebook que je vendais les maisons. Un ami de longue date, il m'a contacté. Il me dit, Giuseppe, passe à la maison, viens, on va boire un café, je vais t'expliquer, je veux vendre ma maison. Je dis, ok, j'arrive. Hop, j'ai fait l'estimation. Il a mis à peu près 3 semaines, voire un mois pour réfléchir, ceci, cela. Au bout d'un mois, il me rappelle, il dit, c'est bon, je vais mettre en vente. J'ai trouvé une autre maison, je mets en vente. Je dis, ok, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, comme je te connais, vas-y, exclusivité. Donc ça, c'est des avantages. Je vais l'expliquer après, je vais y venir. Alors là, pour l'instant, on parle juste de les 3 formes de prospection, c'est important. Alors, tu penserais te sentir plus à l'aise dans quel genre de prospection, toi? Les trois. Ouais, alors, ouais, alors regarde, on va lire comme ça, tu comprendras un petit peu mieux, regarde. Donc la prospection physique, tu vois, regarde. Adapter le message but recherché, délimiter des secteurs géographiques, donc en fait, tu cibles les endroits où tu vas aller. Admettons, moi, je dis, demain, je vais faire, demain soir à 16h, allez, je fais 1 heure de prospection porte à porte. Je vais regarder sur Google Maps, je vais dire, tiens, là, il y a pas mal de maisons, c'est un bon secteur. Hop, j'y vais. Je prends mes fly et je commence à prospecter porte à porte. Façon de parler. Voilà, c'est tout simplement réaliser un plan de tournée, en fait. Prospection ciblée, voilà. Trouver, voilà. Après, on a des clients, parce qu'on se procure un portefeuille client. Au fur et à mesure, quand les gens nous appellent, quand on commence à rentrer des biens, on va commencer à avoir des appels. Et si les maisons qu'on leur propose, au final, ça ne leur correspond pas, hop, on garde ces gens en portefeuille client. Et on cherche des biens qui peuvent leur correspondre. Donc là, on appelle ça de la prospection ciblée. C'est à partir de ça qu'on peut cibler pour trouver un bien pour quelqu'un, un bien précis. Et là, on peut très bien aller dans des quartiers où le genre de maison, admettons, il y a une cliente qui va me dire, oui, je voudrais sur le secteur de Villeneuve-d'Ascq, la cousinerie, j'aimerais bien trouver une maison de ce type. Nous, on sait son secteur, hop, on y va, on va faire de la prospection porte à porte pour essayer de trouver. Tu vois un peu comment voilà, en fait, ça va tout seul, quoi, après. Donc, prospection téléphonique, c'est ce que je disais. Donc, voilà, anticiper le discours sans se faire accrocher, parce que souvent, les gens, ils nous envoient balader. Ils ont tellement d'appels toute la journée, plein de trucs. Pour l'EDF, pour ceci, pour cela, ils en ont marre, quoi. Ils sont constamment harcelés au téléphone, les gens. Et c'est pour ça qu'il faut s'adapter et avoir une façon de faire qui est différente des autres et trouver son petit truc, en fait, à soi. Moi, je pars de ce principe pour dire d'accrocher les gens au téléphone. Parce que les gens au téléphone, généralement, ils vont dire « Oui, non, ça ne m'intéresse pas, tout le monde m'appelle, on me dit tout le temps la même chose du matin au soir, vous dites tout ce que vous avez des clients, et au final, ce n'est pas vrai. » Moi, je dis « Écoutez, vous savez, je vais être transparent avec vous, monsieur. Non, je n'ai pas le client, mais laissez-moi travailler. Moi, justement, je veux présenter votre bien à mon portefeuille client. Je ne vous dis pas que j'ai client tout de suite, mais laissez-moi la chance de pouvoir présenter. Vous verrez que ça fera une différence. Ça vous apportera aussi une multitude de clients différents par rapport au PAP. Vous pouvez très bien continuer, ça ne vous engage strictement en rien. Vous pouvez très bien continuer de vendre en PAP. Et nous, à côté, l'agence s'occupe de faire le nécessaire pour vendre le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles, avec les dossiers valables. C'est toute une tchatche, en fait. C'est dans la tchatche, le métier.
Donc bon, moi je m'inquiète pas pour toi. Donc bon voilà, après c'est puis ça on verra. Je vais faire aussi un tuto, j'expliquerai comment on fait plus approfondi la fiche téléphonique, on en fera ensemble. Comme ça tu verras un peu comment ça se passe. Et puis ça va te permettre de te motiver et de prendre un rythme en fait aussi comme ça. Et après la prospection relationnelle, c'est ce que je disais, les amis, la famille, ça y est, se faire connaître autour de soi et puis voilà, avancer quoi, tout simplement. Se faire connaître et puis essayer de proposer ses services à la famille, aux amis, et puis après on se constitue son petit portefeuille client aussi, que ce soit vendeur ou acquéreur. Alors on se fait d'abord un portefeuille vendeur pour commencer, c'est normal, il faut de la matière pour vendre. Et après on aura les acquéreurs qui arriveront derrière pour... Des questions? C'est clair, hein, en fait il n'y a que 3 points. Voilà, les 3 sortes de prospection. Donc une fois qu'on a fait ces démarches pour commencer à prospecter les gens, donc admettons j'ai un rendez-vous, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un client au téléphone, fiche téléphonique, j'ai réussi à obtenir le rendez-vous. Le jour J, je me présente chez la personne à l'heure exacte qu'on s'est mis d'accord ensemble. On arrive, on parle, on rentre dans la maison, on observe un peu autour. Il faut être observateur en fait quand on va chez les gens pour essayer de trouver des centres d'intérêt à parler avec la personne. En fait, ce qu'il faut, un bon commercial, on ne va pas tout de suite être là pour parler business. Il faut qu'on s'intéresse à la personne, c'est très important. Nous, c'est notre façon de travailler en fait. Pourquoi? Pour dire d'avoir une meilleure accroche avec le client en fait, et qu'il ait plus confiance en fait. Faut accorder la confiance au client avant toute chose. C'est primordial. Donc, ce qu'on va donner donc au client, on arrive chez lui, donc on va commencer à tout observer, si c'est du double vitrage, à voir son système de chauffage, voir l'isolation, voir un peu la finition de la maison, dans quel état général se trouve le bien en vente ou l'appartement. On calcule aussi les surfaces, pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. On calcule les surfaces, donc on utilise un lasermètre pour connaître approximativement. Alors, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des diagnostiqueurs, hein. On n'est pas des professionnels du mètre carré, mais on peut arrondir approximativement le mètre carré habitable de la maison. Ouais, ça se passe, nickel. Donc, on vérifie tout ce que je t'ai dit. Donc, l'état de la maison, le système de chauffage, voir si l'isolation, s'il n'y a pas de problème en particulier, s'il n'y a pas de travaux à apporter aussi, voir s'il y a du double vitrage, voir tous les points importants du bien en question. Et aussi mesurer, voir le nombre de chambres, s'il y a un jardin, s'il y a un garage, si ceci, voir tous les avantages, tous les aspects positifs et négatifs d'un bien quand on est en rendez-vous chez le client. Alors, une fois qu'on est chez le client, pour pouvoir établir donc cette estimation, de toute façon, tout ce que j'ai dit là avant, on a une fiche j'appelle ça une fiche visite. Donc ça, c'est ce qu'on amène chez les clients quand on rentre un mandat. Donc là-dessus, on prend toutes les informations. Donc c'est ce que je disais, PVC, type de chauffage, le DPE, s'ils ont déjà leur DPE, pour avoir le DPE aussi, parce que ça c'est obligatoire, avoir la note du DPE, voir s'il y a un jardin, et on met en dessous les mètres carrés, enfin le nombre de salles de bain, tout ça, est-ce que la maison est raccordée au tout à l'égout, tout l'aspect technique de la maison, on récupère tout dedans. Et ça nous permet après de constituer le mandat, de rédiger le mandat en fait, en agence. Voilà, et donc ça aussi, ça permet, c'est un outil important, c'est une fiche technique qu'on a besoin, c'est chaque client, une fiche technique, un dossier par client en fait. Et on met l'adresse mail parce qu'on travaille beaucoup par signature électronique en fait, hein, aussi. Donc il faut le nom, prénom, adresse mail. Il ne faut pas hésiter à demander aussi la désignation du bien dans leur acte officiel de propriété, acte de propriété officiel. Vérifier la désignation du bien. C'est une petite case avec la parcelle qui est inscrite dedans. Et vérifier si c'est bien eux qui ont acheté aussi dans l'attestation de vente, dans l'attestation d'acte notarial. En fait, il faut récupérer les DPE prioritaires, l'attestation d'acte d'achat, attestation d'achat du propriétaire, et la désignation du bien, qu'on trouve dans ça, les deux dernières choses, on les trouve dans l'acte notarial, dans leur acte notarial en fait, de propriété. Et on peut aussi, par mesure de sécurité, bon, moi je ne le fais pas souvent, mais pour être sûr, on peut aussi prendre en copie la photocopie de la carte d'identité des propriétaires. Si c'est un propriétaire, on prend un seul. Si c'est 2 propriétaires, on prend les 2 cartes. On prend en photo pour avoir en amont, en fait. Hein. Voilà, comme ça, au moins, on a la fiche technique
carte d'identité, les renseignements, désignation du bien, les DPE, c'est important, les DPE surtout. Et avec tous ces documents qu'on a réunis, donc ça, c'est ce qu'on fait sur place. On ne donne jamais un prix d'estimation à l'oral au client. On lui explique. Là, on vient de prendre toutes les informations, je suis venu voir prendre les mesures, vu l'état de la maison générale. Je retourne en agence, je vais faire une étude comparative de marché par rapport à ce qui a été vendu aux alentours, étude comparative de marché, et avec tous les éléments qu'on réunit, on pourra déterminer un prix au mètre carré et un prix de vente pour le propriétaire. Et ensuite, une fois qu'on est sûr, on envoie par mail au propriétaire un avis de valeur. Donc, avis de valeur, c'est son attestation d'estimation, tout simplement. Avis de valeur. Donc, c'est là qu'on mettra une fourchette basse, une fourchette haute et un prix de milieu. On fonctionne toujours comme ça pour l'estimation. Parce qu'en fait, l'estimation, la fourchette basse, on donne une fourchette basse, une fourchette du milieu et une fourchette haute. Comme ça, automatiquement, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir vendre en premier en fourchette haute. Mais nous, on l'a psychologiquement, sans le savoir, inconsciemment préparé à la baisse de prix plus tard. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, par rapport à l'attestation. Comme ça, s'il dit, ben non, on ne peut pas baisser, j'ai pas regardé l'attestation. On est plus dans la réalité du marché, on est plus dans la fourchette basse là actuellement. Donc on est obligé de baisser votre prix. Plus tard, hein, ça c'est pour plus tard si jamais ça ne se vend pas, admettons. Voilà. Donc l'estimation, c'est quand même un outil qui est important pour accorder la vente, quoi. Après, bon, souvent, généralement, les propriétaires, les propriétaires, l'estimation, ils l'ont déjà. Hein, puisqu'ils ont, nous, quand on prospecte au téléphone, c'est des gens qui ont déjà, ils ont déjà leur prix de valeur, en fait. Après, c'est à nous d'ajuster et nous, on doit rajouter, en plus, il ne faut pas oublier qu'on doit rajouter nos frais d'agence dedans. Je vais expliquer après, je vais venir étape par étape. Je vais trop vite peut-être, non? Non, ça. De toute façon, si on fait une estimation ou on n'en fait pas, qu'on ait rendez-vous avec le propriétaire, il faut impérativement y aller avec cette fiche qui permettra de réunir toutes les informations qu'on aura besoin pour effectuer le mandat et la mise en vente. Fiche technique. Ça, j'envoie le fichier, il faudra l'imprimer en fait, hein, c'est tout. Recto verso et puis... Donc du coup, alors, une fois que l'estimation, qu'on a eu le rendez-vous avec les propriétaires, on a fait la petite estimation, on a parlé avec eux du prix, ce qu'ils voulaient, ceci, cela, si l'estimation a déjà été faite auparavant par d'autres concurrents, on ne sait jamais, ça peut souvent ça arrive, c'est le cas. Nous, on se fixe un prix avec le propriétaire, après, en intégrant nos frais d'agence. Donc, pour les frais d'agence, on a un barème à respecter. On a un barème à respecter pour les frais d'agence. Donc, je vais vite fait te montrer le barème. Alors, là-dessus... Ah bah, de toute façon, ouais, non, je l'ai ici. Attends, je dois l'avoir ici. Voilà, le barème. Alors, ça, c'est l'ancien barème. Par contre, maintenant, on a un nouveau barème. On a un nouveau barème que je t'expliquerai un peu plus tard. Alors, pour dire, une maison en dessous de 140 000 euros net vendeur, on sera à 8 880 euros TTC de frais d'agence. Alors, il faut juste... je vais continuer. Après, entre 140 001 et 250 000 euros, on sera à 9 780 euros de frais d'agence. Et au-dessus de 250 000, on sera à 14 500, mais après ça dépend, là, c'est là que ça change le nouveau prix, il nous manque un barème. En fait, il y a 9 780, 12 780 et ensuite c'est 14 580. Voilà, il y a les 12 000 entre deux qui ont été rajoutés entre deux, parce qu'il nous manque un palier. Et au-dessus de 400 000 euros, on doit faire un calcul à 3,3% hors taxe du prix pour trouver les frais d'agence. Ça, je t'expliquerai ultérieurement aussi, pour les calculs. Alors, il faut faire la différence entre les frais d'agence et la commission. On dit commission, des fois on dit ouais commission, mais en fait il faut penser frais d'agence, c'est les frais d'agence, ce qui est noté là, et la commission c'est ce que nous, commerciaux, touchons sur les frais d'agence. Donc nous on touche, alors vous quand vous commencez chez LMIMO, vous touchez 35% direct. Donc dans les autres agences c'est moins. Hein. Vous avez peut-être un petit complément de salaire, mais après il faut savoir que le salaire que dans les autres agences donnent en CDI, c'est une avance sur les commissions. Donc, c'est-à-dire, ils vont vous donner pendant 3 mois 1 000 euros, mais arrivé le 4e mois, si vous avez fait votre première vente à 10 000 euros de frais d'agence, ils vont déduire les 1 000 euros qui vous ont déjà avancé sur la prochaine commission à toucher. Voyez ? Alors qu'ici, bon, il n'y a pas de salaire fixe, mais vous avez tout de suite d'entrée 35%. Que dans les autres agences, s'ils donnent un salaire fixe, ils donnent au moins 20% minimum. Alors, il faut savoir que chez LMIMO, la première année, quand vous commencez à 35%, si vous arrivez
à réaliser un chiffre à plus de 40 000 euros de vente, 40 000 euros de vente, donc de frais d'agence faits, vous passez tout de suite à 40% au lieu de 35% automatiquement. Et après, si vous continuez à cartonner dans l'année, au bout de la deuxième année, vous avez la possibilité de rentrer dans les 50%. 50% des frais d'agence. Donc là, ça commence à être intéressant. Par contre, les 50%, c'est en option, c'est-à-dire qu'il faut payer à LMIMO une mensualité de 160 euros par mois. Mais en fait, en une vente, à 50%, on les a largement récupérés, hein, les 160 euros. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre un peu. J'ai compris. Donc là, tu commences, Les 35%. 30%, c'est sur les frais de... Alors, sur les frais, alors on calcule toujours. Hein. Nous, quand on va... Alors, admettons, je fais une maison à 140 000 euros. Voilà, j'ai une maison, le propriétaire veut 140 000 euros net. Nous, on va lui dire, OK, 140 000 euros net. Alors, il faut savoir aussi que maintenant, parce que bon, en fait c'est 140 000 euros plus les 8 880 euros, parce qu'on est dans ce barème. Donc, ça fera le prix affiché en vitrine ou sur Internet, ça fera 148 880 euros. Si on vend, le propriétaire touche ses 140 000 euros et LMIMO, donc Lionel, recevra les 8 880 euros TTC. TTC, pourquoi je dis ça? Parce que nous, notre commission, elle est calculée sur le hors taxe. C'est toujours comme ça, parce que nous, on est déductible de la TVA. On ne paye pas de TVA. Donc Lionel, oui, lui, comme il est en société, LMIMO, c'est une société, lui, il est assujetti à la TVA, donc il doit payer la TVA. Par contre, nous, non. Alors nous, on sera payé sur les 7 300 euros hors taxe, c'est là que tu toucheras tes 35%. Tu toucheras 35% sur 7 300. C'est pas mal, hein? Tu peux compter combien ça fait, hein? Bah, ça fait à peu près, alors je vais te le dire, regarde, ouais, ça fait à peu près 2000. Alors 7 300 euros, moins 35%, moins 4, ça fait 2500 euros. Alors toi, tu touches brut 2500 euros. C'est-à-dire, LMIMO te verse 2500 euros. Mais toi, les 2500 euros, en tant que commercial, nous, on doit payer l'URSSAF. Donc sur les 2500 euros, alors toi, tu es jeune, tu peux faire peut-être une demande de l'ACRE. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Donc faut essayer, en parallèle, quand tu te fais auto-entrepreneur, en parallèle, il faudra faire une demande de l'ACRE pour pouvoir payer, au lieu des 22% d'URSSAF, tu payeras que 11% d'URSSAF. Bonjour, bonjour, enchanté Giuseppe. Ouais, je suis en train d'expliquer. Le pauvre, il a plein d'informations, j'ai mal au cœur pour lui. Oui, toujours il est là. Ouais, bah, oui, tu vas m'entendre en distorsion. Ouais, donc en fait, sur les 2535 euros, bon, je compte 22%, mais si tu arrives à avoir l'ACRE, ce sera 11%. Donc c'est plus intéressant pour toi. Donc moins 22%, donc tu toucheras sur les 2500, 1900 nets. Ça, c'est pour les maisons à 140 000 euros. Mais toi, tu vas vendre des maisons à 250 000 ou 400 000. Je te le souhaite. Parce que là, la com, elle sera... On va faire un exemple, comme ça tu comprends. Admettons, tu vends une maison à 250 000... Alors, on va dire à 200... Allez, tu vends une maison à 280 000 euros. Donc 280 000 euros, avec notre nouveau barème aujourd'hui, on est à 12... Au lieu de 14... Parce que là, c'est trop cher. On est à 12 500. Donc tu comptes... alors, 280 000 plus 12 500. Donc ça fait 292 500 prix affiché de vente. Donc sur les 192 000, voilà, si on vend, donc le propriétaire touche ses 180 000 nets, donc l'agence, les frais d'agence 12 500, donc moins la TVA, donc on divise par 1,2, ça fait 10 416. Alors on va enlever les virgules, j'enlève toujours moi. Hors taxe. Et toi tu touches moins 35% sur ça, ça fait moins 6 770. Donc tu toucheras 3 646 brut pour 12 500 euros de frais d'agence. Alors sur le brut, après toi tu dois enlever tes 22% d'URSSAF. Donc moins, voilà, ça fait du 2800. Ça te fait un salaire de 2800. Si tu vends 2 maisons à 2800, ça te fait en net, x2, ça te fait du 5007 quoi à peu près, de salaire net. En sachant que sur 3 mois, je pourrais pas en vendre peut-être. Ben après, c'est pour ça, si tu arrives à vendre, comment je peux t'expliquer ça? J'ai du mal à te faire comprendre. Faut pas avoir peur en fait, tu verras. Faut pas avoir peur de ça.
tu toucheras ton pourcentage. De toute façon, tu as le contrat, tu toucheras ton pourcentage, il n'y a pas de problème. Oui, n'oublie pas que tu auras un contrat LMIMO. Hein. Pour pouvoir, il te faut ton contrat LMIMO pour pouvoir t'inscrire en auto-entrepreneur. Hein. Sinon, ils ne pourront pas. Il faut le contrat, on te l'imprimera. Je te l'imprimerai pour mardi. Mardi, tu viendras, si tu es OK, mardi, tu viens, on commence mardi. OK. Voilà, comme ça, c'est possible mardi matin, 10h? OK, nickel. Voilà, donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, on te réexpliquera après. Alors, donc tu vois, je disais pour l'estimation, donc pour le prix, on doit se mettre d'accord avec le propriétaire tout en intégrant nos frais d'agence. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire la parenthèse. J'ai un peu débordé, mais je voulais faire la parenthèse entre les frais d'agence et la commission, en fait, tout simplement, que nous, commerciaux, touchons. Au moins c'est clair, voilà, comme ça, au moins c'est bien expliqué. Alors, pour pouvoir faire l'estimation, donc ils disent les renseignements à connaître sur le bien, donc adresse, type de bien, DPE, nanana, en fait c'est ça, quoi, c'est la fiche que je t'ai expliquée. C'est la fiche technique, en fait, tout est résumé dessus. Hein. Voilà, on a quand même résumé. Voilà, donc une fois que tu t'es mis d'accord avec le propriétaire pour le prix, avec nos frais d'agence inclus, si le propriétaire est OK, hop, on passe au mandat. On passe au mandat de vente. Alors le mandat, qu'est-ce que c'est le mandat? Le mandat, c'est un document. Donc il y a le mandant et le mandataire. Alors, je ne sais plus c'est l'ordre. Enfin, il y a le mandant et le mandataire. Donc en fait, nous, commerciaux, on est mandatés pour vendre la maison. Mais il nous faut un document officiel et juridique pour pouvoir avoir l'autorisation de vente. On appelle ça un mandat, c'est une autorisation de vente. Et plus particulièrement, une autorisation de vente, mais aussi une autorisation de visite. Parce qu'en fait, le mandat, il nous protège juridiquement. Si on ramène des clients, on est protégé grâce au mandat. Donc c'est très important. On ne peut pas faire des visites sans mandat, parce qu'on risque. Hein. On risque gros. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est important. Donc le mandat, c'est un document officiel juridique qui nous permet, nous, à l'agence, de mettre en vente dans notre vitrine commerciale, plus les autorisations de visite. Donc voilà, c'est ça un mandat. Après, il faut savoir qu'il existe 3 types de mandats. Donc ce que nous, on propose aux clients. Alors, il y a le mandat. Il y a 3 types de mandats. Donc il y a le mandat simple. Donc le mandat simple, en fait, ça permet aux vendeurs de continuer à vendre en particulier, mais aussi de vendre avec plusieurs agences en même temps, s'ils le souhaitent. Donc c'est-à-dire, nous, en fait, on est en concurrence avec d'autres agences. Et le désavantage, en fait, du mandat simple, c'est qu'il peut y avoir un fossé entre les frais d'agence, tu sais. D'une agence à une autre, il y a des agences qui peuvent être peut-être un peu plus chères ou moins chères que nous. Bon, nous, ça va en termes de frais d'agence. Franchement, on n'est pas trop élevé hein, par rapport à d'autres agences. Donc ça, c'est le gros avantage. Mais voilà, le problème du mandat simple, c'est bien. Le mandat simple, c'est bien. Si tu arrives à avoir les clients tout de suite et avoir une accroche tout de suite, c'est tant mieux. Par contre, c'est un peu un terrain de concurrentiel, quoi, en fait. Tu vois, tu sais qu'il y a les autres agences derrière, donc on a intérêt à agir vite et se bouger, quoi. Sinon, moi, j'ai rentré des mandats simples, plusieurs. Malheureusement, j'ai des biens qui ont été vendus par d'autres agences, quoi. J'ai pas pu agir, tu vois. Ça arrive aussi. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier, tu comprends? Voilà, donc mandat simple, c'est le mandat le plus répandu aussi. C'est le mandat le plus répandu dans tout le milieu de l'immobilier. C'est une autorisation de mise en vente et de visite, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit mandat simple. Il n'y a pas de clause particulière au mandat, en fait, simple, généralement. À la demande du propriétaire, on peut en rajouter, mais ça dépend les cas, en fait. Ça dépend les cas. La chose qu'il faut savoir, c'est que par contre, le mandat, que ce soit simple ou exclusif ou semi-exclusif, donc la durée du mandat, ça dure, alors chez nous, en l'occurrence ici chez LMIMO, le mandat dure par défaut 3 mois. Donc pendant 3 mois, que ce soit un mandat simple ou exclusif ou semi-exclusif, les propriétaires sont obligés de travailler avec nous pendant 3 mois. Sauf s'ils veulent résilier pendant les 15 jours. Ils ont droit à 15 jours de résiliation quand on signe à partir de la date de signature du mandat, tu sais. Ils ont quand même 15 jours. Si au final, au bout de 5 jours, ils disent « Ah ben non, au final, on n'a pas envie de vendre avec eux », ben ils nous envoient le courrier de résiliation et basta, quoi, tu vois, c'est tout. On doit arrêter tout de suite le process. Donc ça, c'est le gros risque. Mais, alors, c'est 3 mois. Donc nous, nos mandats simples, c'est 3 mois avec tacite reconduction de 9 mois. Donc en fait, c'est valable 1 an au total.
Quand on dit tacite reconduction, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, ça se reconduit. Tous les 3 mois, ça se reconduit pendant 9 mois, en fait. Enfin, pendant une année, tu vois. Et ce qui se passe, on est obligé de garder les 3 mois, mais au bout des 3 mois, aussi bien nous que les propriétaires, on peut mettre fin au mandat. Si on voit que ça n'aboutit pas, si le propriétaire, au bout de 3 mois, il dit « Ben non, vous n'avez rien fait, j'ai eu aucune visite, je ne suis pas satisfait », hop, je stoppe. Ben, il est dans ses droits, en fait. Mais au bout de 3 mois. Et nous aussi, si on voit que la maison n'arrive pas, on n'a aucune touche et que c'est un taudis ou ça ne va pas, si on décide d'arrêter, on doit prévenir le propriétaire par courrier en disant « Voilà, on a décidé d'arrêter la vente. » Ça peut arriver, hein, mais bon, généralement, on garde les mandats le plus longtemps possible. Moi, j'ai des mandats qui durent depuis 1 an, ça m'est arrivé, hein, ça m'arrive. Hein. Pourtant, je sais que j'arriverai peut-être pas à les vendre, mais bon, ça peut arriver, tu vois. Des questions sur le mandat simple? Donc c'est celui qui est le plus régénéré partout, hein, en fait. Ensuite, on a le deuxième type de mandat qui est le mandat semi-exclusif. Alors, à la différence du mandat simple, le mandat semi-exclusif, en fait, donc le propriétaire peut toujours continuer de vendre en PAP s'il le souhaite, mais il n'a pas le droit à plusieurs agences. Il n'a le droit qu'à une seule agence. C'est pour ça qu'on dit semi-exclusivité, c'est-à-dire il est libre de son côté, mais en exclusivité avec une agence. Donc c'est un combiné en fait. PAP, exclusivité avec une seule agence. Donc ça, en fait, pour moi, c'est le plus avantageux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres agences qui sont derrière en train de nous mettre la pression et essayer de vendre avant nous. Et on peut aussi mieux travailler le mandat. Quand je dis mieux travailler le mandat, c'est-à-dire faire plusieurs visites. Et si on a plusieurs offres, de proposer la meilleure offre au client. Que si on est en mandat simple, dès qu'on a une offre, on doit la soumettre tout de suite, quoi, en fait. C'est différent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et le mandat semi-exclusif, en fait, ce qui est bien, c'est que si jamais le propriétaire trouve un acquéreur de son côté, on peut très bien lui proposer, nous, de faire toutes les démarches administratives, mais à hauteur de la moitié des frais d'agence. Si c'est lui qui trouve un client. C'est-à-dire on ne fera pas payer au propriétaire l'intégralité des frais d'agence. On fera la moitié parce qu'on fait toute la partie administrative. C'est-à-dire rédaction du compromis pour envoyer tout chez le notaire. On s'occupe de tout en fait, hein, pour la vente. Et ensuite, après le semi-exclusif c'est bien, mais c'est rare de l'obtenir. Mais on peut très bien, trouver les petites astuces pour dire, admettons, au propriétaire, écoutez, vous aurez toujours la liberté de vendre en particulier. Par contre, vous ne serez plus emmerdé avec les autres agences. Ils ne vont plus vous démarcher au téléphone ou venir sonner à votre porte, puisque vous serez en semi-exclusivité avec nous. Donc ça, c'est le gros avantage en fait qu'on peut apporter en argument. Après, il y a plein d'autres arguments, hein, mais ça, c'est l'argument prioritaire en fait, principal. Et après, il existe le troisième mandat qui est le mandat exclusif. Donc là, le propriétaire mandate l'agence à vendre uniquement l'agence en fait, une seule agence. Exclusif, c'est en vente chez l'agence. Ni autre agence, ni en particulier. Il n'a pas le droit de vendre en particulier. Ça, c'est l'exclusivité. Et l'avantage de l'exclusivité, c'est que nous, on apporte quand même un côté un peu plus prestigieux pour l'exclusivité. Donc nous, ce qu'on propose à nos clients pour avoir l'exclusivité dans la poche, on leur propose en général de faire une visite vidéo. On fait une petite visite vidéo. Tu sais, on filme, on fait un mini-film en fait. Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir. On fait des visites vidéo. Je ne sais pas si tu as vu mes vidéos à moi, peut-être. Mes visites vidéo, non? Tu pourras acheter un œil de temps en temps, comme ça, tu verras. Et on peut leur proposer également, alors ça, on ne le fait pas toujours, mais si vraiment ils chipotent ceci, cela, on leur propose une autre option. C'est qu'on leur rembourse, si jamais ils n'ont pas fait les DPE, on leur amène un diagnostiqueur qui travaille, on travaille avec un diagnostiqueur, quelqu'un qu'on connaît, on le conseille, on conseille notre diagnostiqueur, et ensuite on rembourse à défaut du prix de la facture du diagnostic en fait. Mais quand je dis on rembourse, c'est sous condition. C'est-à-dire, c'est le propriétaire qui doit payer le diagnostiqueur, mais nous, le jour de la vente, sur nos frais d'agence, on déduit la facture du DPE. C'est-à-dire, admettons, on est à 14 500 € de frais d'agence. Si le DPE a coûté 500 €, nous, on va se prendre, au lieu de prendre les 14 500, on se prend 14 000. Et les 500 €, ça s'ajoute au net vendeur. Donc, c'est-à-dire, on rembourse en fait les diagnostics. Et ça, généralement, les gens, ils sont contents quand on leur propose ça. Ça peut être un plus, tu vois.
pour dire d'avoir l'exclusivité. Et l'exclusivité, c'est bien, tu n'as aucune autre agence qui peut venir t'embêter en fait. Sauf si au bout de 3 mois, parce que l'exclusivité c'est 3 mois. Hein. Au bout de 3 mois, si c'est pas vendu, ouais, il faut le savoir. Hein. Au bout de 3 mois, si c'est pas vendu, c'est pareil, c'est avec tacite reconduction, mais le propriétaire peut très bien annuler l'exclusivité à tout moment à partir de 3 mois. Avec un courrier, il doit faire un courrier recommandé, et puis donc voilà, ça se fait tout seul après. Des questions sur les mandats? C'est simple en fait. Hein. Voilà. En fait, on est obligé d'avoir le mandat pour mettre en vente, sinon on ne peut pas. Sinon, tu peux, mais ça s'appelle du off-market, en général. Donc off-market, ça veut dire, tu as un bon feeling avec le propriétaire, il dit, moi je veux bien que vous me trouviez des clients, et je vous signerai, par contre, il nous signe un mandat si on a une offre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, si on ramène un client, mais c'est du off-market, on fait quand même signer un bon de visite. Hein. On fait signer un bon de visite pour nous protéger aussi. Hein. Même si on n'a pas le mandat, c'est ça, le bon de visite, tu vois. Nos clients à nous, on leur fait signer un bon de visite, même si c'est du off-market que c'est pas valable, mais bon, au moins, voilà quoi, au moins. Donc mandat simple, mandat semi-exclusif ou mandat exclusif. Mandat exclusif, je te cache pas que c'est un peu plus dur à avoir, hein, parce que les gens, ils se sentent un peu fermés avec l'exclusivité. C'est pour ça que nous, en tant qu'agent immobilier, si on a une exclusivité, il faut qu'on on doit bosser le mandat à fond, ramener des clients. Mais c'est pas évident non plus, surtout en ce moment. Moi, j'ai 2 exclusivités en ce moment, j'ai 0 appel. 0 appel. Après, c'est les vacances aussi. Hein. C'est la période des vacances, c'est la période où les gens pensent à autre chose que d'acheter la maison maintenant, en fait. Mais à partir de septembre, ça va rebooster, ça va repartir. En plus, au niveau des crédits, les taux vont rebaisser et tout, donc ça sera beaucoup plus, beaucoup plus facile, en fait. Beaucoup plus accessible, on va dire ça comme ça, voilà. Des questions pour les mandats ? Alors, une fois que tu as récupéré le mandat, donc nous on fait le mandat on a un logiciel qui s'appelle Hector, donc c'est le logiciel de l'agence. Donc en fait Hector c'est magnifique, c'est un logiciel qui est hyper complet. Donc quand tu commenceras à travailler avec nous, alors tant que tes papiers ne sont pas faits, tu passeras par mon Hector à moi. Donc si tu rentres des mandats, on enregistrera tes mandats sur mon Hector. Donc ça paraîtra sous mon nom, mais tu toucheras ta com, hein, ça sera à toi. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Non, mais qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais tant que tes papiers ne sont pas faits, que tu n'es pas sûr à 100% de te lancer dans l'aventure LMIMO, tu n'auras pas ton compte Hector. Mais une fois que c'est OK, si c'est bon, on te fera ton compte Hector une fois que tous tes papiers seront faits. OK ? Donc Hector, comme je te disais, c'est un logiciel de mise en ligne, de création de publicité, de mise en ligne, de création de mandat. Il fait tout en fait. On fait tout, c'est un package. Et on utilise tout ça pour la rédaction du mandat qu'on envoie en signature électronique. Donc les propriétaires, on doit faire signer tous les propriétaires. Hein. Donc tous les propriétaires signent, on reçoit, une fois qu'on a reçu le mandat signé, hop, on peut balancer et diffuser l'annonce qu'on a créée dans le réseau LMIMO et dans les réseaux professionnels. On a 31 passerelles de diffusion professionnelle avec Hector. En fait, nos annonces, elles sont diffusées dans 31 passerelles professionnelles. Donc quand on dit passerelle, ça veut dire ça envoie dans plusieurs sites en simultané en fait, tu vois. Et on est visible, hein, on est visible dans pas mal de sites en fait. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et ça c'est dans notre logiciel d'agence en fait, qui s'appelle Hector. Bon, c'est le nom du logiciel, mais bon, je vais te montrer. Attends, je vais essayer de te montrer. Attends. Hein. Je vais te montrer comme ça, tu vois. Est-ce que ça va? Je vais pas trop vite parce que je t'ai dit, tu vas avoir une grosse tête en sortant de la séance, mais on reviendra sur des points après. Au fur et à mesure, je te réexpliquerai. Là, je t'explique la base et après, on développera beaucoup plus au fur et à mesure parce qu'il faut aussi être dans l'instant, dans le métier, dans le vif du sujet en fait, tu vois, pour comprendre. Voilà, donc là, tu vois, Hector, c'est ça, c'est un logiciel. On va y aller. Hop. Voilà, c'est un logiciel. Je vais te montrer rapidement comme ça et tu verras plus tard. Donc on va sur Hector. Hop, c'est notre plateforme. Donc c'est un logiciel qui est en ligne, mais en fait on paye un prestataire. C'est un prestataire qui nous donne le logiciel en ligne. Donc tu vois, ça se présente comme ça. C'est une plateforme où tu rentres tes biens. Là c'est le réseau LMIMO. Tous les collaborateurs sont dedans. Les contacts, le profil. Alors les biens, regarde, tu vas comprendre. Voilà, ça c'est tous les biens que je vends. Tu vois, c'est tous mes biens en vente. Alors, attends, j'essaie de... J'en ai encore, hein, j'ai plusieurs pages. Hein. Donc je te souhaite d'arriver à ce niveau-là. Mais pour l'instant, le marché est un petit peu
un petit peu bas, donc on n'a pas beaucoup de demandes. Mais ça viendra. Voilà, donc c'est un logiciel qui te permet de créer tes annonces. Alors on va aller voir là. De diffuser sur notre site. Depuis cette plateforme, tu diffuses sur notre site LMIMO et tu diffuses dans les passerelles de publication aussi en plus. Tu vois, donc, admettons. Oh putain, je trouve pas mon curseur. Bon, après, voilà, je te montrerai au fur et à mesure ça. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais tu vois, c'est pour te dire que, voilà, on peut. Alors, il faut des belles photos, bien sûr, hein, pour les annonces. Hein. Tu le sais, tu t'en doutes. Hein. Voilà, donc ça, c'est Hector. C'est un logiciel, je t'apprendrai au fur et à mesure comment ça fonctionne. Tu verras, t'inquiète pas, on fera les formations en temps voulu par rapport à tout ça. Donc, alors, attends, je reviens où en étais-je. Ouais. Donc, une fois que tu as toutes les informations, les DPE, la désignation du bien, l'attestation d'acte notarial et les photocopies des cartes d'identité des propriétaires, hop, on rédige le mandat simple ou exclusif, ça dépend avec le logiciel Hector. On l'envoie en signature électronique. Et une fois que tu reçois la signature électronique, on peut diffuser l'annonce. Alors, entre deux, il y a le mandat à préparer, à rédiger, mais le logiciel, il nous aide à le faire. Hein, donc, je te montrerai aussi, il n'y a pas de problème. Mais entre deux, tu dois aussi prendre des photos. Donc, des photos bien cadrées avec une ligne d'horizon. Tu vois, avoir le volume au-dessus, en dessous. Attends, je vais essayer d'aller voir si on peut. Attends. Voilà, tu vois. Donc, tu dois prendre des belles photos avec la ligne d'horizon. Donc, tu essaies de faire un cadrage. Donc, sur les côtés, ne pas avoir, admettons, une porte à moitié, tu sais. Une porte à moitié qui te gâche la vue. Tu essaies de prendre le rebord de la porte. Tu vois, tu essaies de faire un beau cadrage et une ligne d'horizon surtout. Pour avoir le volume en bas et le volume en haut. Pour avoir la profondeur. Ça, c'est primordial. Quand tu prends tes photos, toujours en 16 neuvième. Hein. Jamais en allongé. Hein. Toujours comme ça. 16 neuvième. Là aussi, tu vois, ligne d'horizon. Hop. Et là, c'est coupé d'un côté. Regarde, là, le niveau en haut, le niveau en bas, c'est quasiment identique. Tu peux avoir un peu plus de bas, hein, c'est pas grave, hein, par rapport au haut. Tu vois, ça dépend des maisons, comment elles sont situées. Mais tu dois prendre en même temps, une fois que tu prends toutes les informations, tu te permets de prendre de belles photos. Alors, n'hésite pas, hein, si tu vois que dans la maison, il y a des affaires qui traînent, tu dis, bah écoutez, je me permets, tu bouges pour dire d'avoir quelque chose de propre, de beau. Hein. Visuellement, il faut quelque chose de propre, de beau aussi. Mais là, je te ferai faire une petite formation photo aussi, je te montrerai comment je pratique et je te donnerai mes petites astuces au moment voulu. Ok. Donc ça aussi, c'est important d'avoir les photos, bien sûr. Et plus tard, si on a une exclusivité, on fait des vidéos, comme j'ai expliqué. Donc là, c'est prendre toutes des petites mini-vidéos, tu avances. Et après, on a un petit logiciel et on peut faire le montage et mettre une petite musique et des écritures et ceci, tout ce que tu veux. Et on diffuse sur notre chaîne YouTube et c'est parti. On a le lien. Tu vois, c'est un plus simple. Alors, je remonte un petit peu. Alors oui, donc voilà, ça c'était nos anciens mandats. Ils étaient très simples. Tout est écrit en petit, en petites conditions. Tu vois, les mandats, c'était juste un papier que les gens ont. Alors, sur le mandat doit figurer l'adresse du bien, la surface habitable. Alors, dire si c'est en charge vendeur ou acquéreur pour les frais d'agence. Tu dois mettre le montant des frais d'agence aussi et le montant du prix net vendeur. Donc ça, c'est obligatoire sur le mandat. Alors, avant, on faisait charge vendeur, acquéreur, pardon. Donc avant, on mettait les frais d'agence, c'était l'acquéreur, celui qui achetait la maison, qui payait les frais d'agence. Maintenant, en fait, c'était une charge supplémentaire, parce que l'acquéreur devait payer le net vendeur, plus les frais d'agence, plus les honoraires du notaire. Parce qu'il y a les frais de notaire aussi à payer hein, quand on fait la vente. Hein. Mais tu vois, nous, ce n'est pas inclus dans notre prix. Hein. Le notaire, c'est à part. Donc, ça faisait, maintenant avec l'inflation actuelle et les crédits qui ne passent plus, ça faisait une charge supplémentaire à l'acquéreur. Donc nous, on a décidé d'arrêter et maintenant, on passe par défaut en charge vendeur. En fait, c'est toujours l'acquéreur qui paye les frais. Mais ça ne sera pas une charge supplémentaire puisque c'est inclus dans le prix. C'est en plus du net vendeur, mais c'est un prix global, indiqué. Donc c'est-à-dire, sur le mandat sera noté... frais d'agence, charge vendeur. Donc, c'est-à-dire une maison à 140 000 euros plus 8 880 de frais d'agence. Nous, on mettra le prix à 148 880. Donc, ça, c'est ce que l'acquéreur devra payer. Mais c'est le vendeur qui nous donnera les 8 880, pas l'acquéreur. Mais en fait, l'acquéreur, lui, il payera l'intégralité de la somme quand même. Donc, c'est comme si c'était lui qui payait le... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
C'est compliqué. En fait, sinon, ça... Le vendeur, Ouais. il Lui, a il pas prend le son droit, il net. prend son argent, Voilà, et l'acheteur, enfin celui qui achète la maison, il paye l'intégralité avec le prix FAI. Mais c'est le vendeur qui nous donne nos frais d'agence, c'est pas l'acquéreur en fait. Que si c'était l'acquéreur, c'est des frais supplémentaires en fait pour lui. Et ça bloque les dossiers. Enfin, surtout maintenant, ça nous bloque les dossiers. Donc ça, c'est les mandats. Alors avec Hector, on a un autre style de mandat. Il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup mieux. Je vais essayer de t'en trouver un. Regarde, attends, je vais trouver un mandat avec Hector. J'en ai un ici, regarde. Ce qui est bien, c'est que en fait, avec le logiciel, on a la chance d'avoir les dernières lois juridiques inscrites dans les mandats. Donc ça nous protège mieux en fait. Alors attends, je vais te montrer. Voilà, tu vois, entre sous-signé, nom, monsieur, madame, et la société LM Immobilier, nanana, ce mandat simple et suivi est représenté par monsieur Giuseppe, agent commercial, nanana, immatriculé, toi aussi tu l'auras après, hein, ton immatriculation, tu vois. On met la désignation du bien, on explique ce que c'est, si c'est un appartement, une maison, les mètres carrés, ceci, cela, l'adresse, il faut indiquer l'adresse du bien, bien sûr. Donc le prix, bon là j'ai mis prix FAI TTC et j'ai indiqué mes frais d'agence parce que c'est en charge vendeur. Donc j'ai mis tout compris en fait, tu vois. Et le vendeur, il sait qu'il nous doit ça. Et puis bah voilà, après c'est les conditions. Oui, les conditions de diffusion, réseau interne LMIMO et réseau externe. Alors réseau interne LMIMO, c'est notre réseau à nous, c'est notre site internet. Plus on diffuse nos annonces avec nos collaborateurs LMIMO. Parce qu'en fait, admettons mon collègue Pablo, moi je mets une maison en vente, bah, Pablo il dit Giuseppe, j'ai un client pour toi qui recherche un style comme ta maison. Bah, il me ramène son client, on fait la visite ensemble. Si le client à Pablo dit bah ok c'est bon, je fais l'offre, il fait l'offre. Si c'est vendu, c'est mouette-mouette, je partage avec Pablo. Moi j'aurais fait l'entrée du mandat, lui il fera la sortie parce qu'il a ramené ses clients. On fonctionne comme ça chez LMIMO. On peut très bien faire des ventes seules, mais aussi des ventes. Admettons demain, Mehdi, tu me dis Giuseppe, t'as rentré un appart, regarde, j'ai mon pote qui cherche un appart, tu me le ramènes, on fait la visite ensemble. S'il fait une offre, il dit ok c'est bon, je le prends, bah, t'as la moitié de la com pour toi. Pas la moitié des frais d'agence, la moitié de la com. Voilà, tu vois, tu comprends. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Et donc ça, c'est le réseau interne, LMIMO. Et réseau externe, c'est le Bon Coin Pro, À Vendre à Louer Pro, les 31 passerelles de diffusion, comme je disais. Tu vois. On a même des sites à l'international. On a des sites qui nous diffusent à l'international aussi. On en a un, en l'occurrence, qui nous diffuse à l'international. Bon, il y a les conditions, durée du mandat. Tu vois ce que je te disais ? Le mandat est conclu pour une durée de 3 mois à compter de ce jour, avec tacite reconduction de 9 mois. Donc 9 plus 3, ça fait 1 an. Ainsi, le mandat prendra fin 1 an après, en fait, tu vois. Et après, il est noté, tu vois, passer un délai de 3 mois, à tout moment, et avec un préavis minimum de 15 jours. Bon, après, nous, on ne le fait pas, mais bon. Le mandant pourra être dénoncé par chacune des parties par lettre recommandée pour arrêter le mandat. Mais nous, bon, on ne fait pas parler de... Il nous appelle, il dit on arrête, basta, stop, on arrête. Voilà, puis bah, tu vois, tout est noté. Hein. C'est les nouveaux mandats, ça, en fait. Alors, qu'as-tu compris jusqu'à présent ? C'était clair. Alors, J'ai tout compris, en fait. ouais. Mis à part la fin, au niveau de acquéreur. Ouais, c'est un peu plus compliqué, ouais. Avec les frais d'agence, soit acquéreur, soit vendeur. Donc c'est soit un des deux faits. Ouais, c'est soit là. Alors, on peut faire soit charge acquéreur ou soit charge vendeur. Mais avec ce qui se passe en ce moment, nous, par défaut, on met en charge vendeur maintenant. Comme ça facilite l'acquéreur à avoir son crédit. Sinon, ça va lui donner une charge en plus à payer dans son crédit, un crédit plus gros, en fait. Tu comprends ? Mais en fait, au final, ça revient à la même chose. Au final. En fait, l'acquéreur, il paye quand même les frais d'agence, mais c'est pas à son nom, en fait. C'est au nom du vendeur. Mais tu verras quand tu seras dans le... Moi aussi, au début, j'avais du mal à comprendre ça, mais après, tu verras, tu seras dedans et tu comprendras beaucoup mieux par rapport au crédit. Quand tu te rendras compte que c'est difficile pour obtenir les crédits, tu vas dire, ah bah ouais, ils ont 10 000 en moins à avoir dans le dossier, dans le compromis de vente, donc c'est tout bénef, quoi, pour eux. Excuse-moi. J'ai trop mangé ce midi, alors... Bon, alors voilà, tu as vu les mandats, alors je t'ai expliqué tout à l'heure dans les mandats ce qu'il fallait comme document pour pouvoir le réaliser, que ce soit un mandat simple, semi-exclusif ou exclusif. Il te faut, bon je ne vais pas toutes les redire, par contre il y a un document qui est hyper important, c'est le DPE. Donc le DPE, la loi stipule que tout vendeur de biens doit obtenir le DPE.
Alors, pas tous les diagnostics d'un coup, mais au moins la note DPE. Ah, je vais enlever ma veste, j'ai chaud. Excuse-moi. Je commence à avoir chaud. Alors, tu sais c'est quoi un DPE? Mais en fait, c'est les diagnostics. Ah, c'est les diagnostics d'état du bien. Donc, en fait, je vais te montrer. Attends. Ce serait le contrôle technique. Ouais, c'est comme un contrôle technique, mais pour les maisons. Voilà, alors. Alors, attends. Je vais essayer de retrouver parce que là, excuse-moi. Ouais, donc voilà, diagnostic. Donc DPE, diagnostic de performance énergétique. Donc tu as les durées de validité à côté, mais ça a changé. Au 1er juillet 2021, les durées de validité ont changé. Mais ça, nous, on a un document que notre diagnostiqueur nous a donné, on a les bonnes dates. Donc ultérieurement, tu pourras consulter les bonnes dates, il n'y a pas de problème. Donc ne prends pas en compte ce qui est écrit en validité. Mais en règle générale, pour vendre une maison, tu dois avoir tout ça, tous les diagnostics. Donc le DPE, c'est la performance énergétique. Donc c'est le DPE, c'est ce qui va te déterminer la consommation en énergie, si ta maison est énergivore ou non. Et aussi si elle est en termes d'isolation et en termes de dégagement de gaz à effet de serre, si elle est bien nominée aussi. Voilà, tu vois. Donc ça, en fait, le DPE, c'est quand même c'est le document primordial pour la mise en vente parce qu'en fait, il te donne une note. Je vais t'en montrer un DPE ici. Regarde, j'en ai un ici. Alors, admettons, je vais prendre ici. Non, ça c'est la facture. Là, j'ai eu l'exclusivité et là, je vais devoir lui rembourser les DPE après. Il a déjà payé. Voilà. Dossier de technique, tu vois. Nous, on travaille avec Arliane. Tu vois, là, ici, ils ont fait plusieurs trucs. En conclusion, tu vois, donc ça, c'est tous les diagnostics qui ont été faits. Gaz, bon, le DPE pour la note énergivore. Ça, c'est le plomb. PB, c'est le plomb. Amiante, électricité et risque de pollution. Ça, c'est par rapport à la zone, le secteur. Voilà, et tu vois, c'est ça le DPE. Donc ça te donne la consommation réelle en kilowattheure par an et tout ce que ça dégage comme carbone et compagnie, tu vois. Donc ça, c'est une note, c'est la loi française, on est obligé d'avoir ça maintenant. Okay. Donc c'est au plus tu montes, au mieux c'est, bien sûr, au plus tu descends. Alors, il faut savoir que maintenant, à partir du E ou F, à partir du F, je suis plus sûr, j'ai un trou de mémoire, il faut faire un audit. Alors un audit, c'est il doit faire un enregistrement vocal et un dossier en plus, un dossier plus approfondi pour expliquer vraiment le coût des travaux, le coût des rénovations, tout ce qui doit être changé en priorité, tout ce qui est dangereux, tu vois. Donc ça, c'est quand souvent c'est des taudis, quoi, en gros, tu vois, qu'il faut faire un audit. Donc ça, c'est la nouvelle loi. Sinon, on n'a pas le droit de vendre. Et un audit, c'est 1000 balles. Diagnostic, ça peut monter entre 400 et 500 euros quand on fait tout, mais un audit, c'est beaucoup plus cher. Mais bon, voilà. Donc, on est obligé d'avoir cette fiche pour lancer la pub. Au moins, la date de réalisation. Alors, là, ça a été fait tu vois, tu as la date, le 12 du 3, voilà, attends, 13 du 3 2023, et c'est valable jusqu'en 2033. Donc, c'est valable 10 ans. Le DPE est valable 10 ans. Donc, il te donne la note. Après, tu vois, il te donne un peu une fourchette de consommation d'électricité et de gaz. Tu vois, et après, il te donne des conseils, comment faire pour réduire ta consommation. Tu vois. Donc, ça, c'est le contrôle technique de la maison, en fait, si tu veux. Et après, tu as les plombs, tu as tout ça. Mais je t'expliquerai aussi en détail plus tard pour le reste des DPE. Tu vois, parce que nous, on n'est pas diagnostiqueur non plus, mais il faut quand même que tu aies un minimum de connaissances pour expliquer aux personnes si jamais il y a un souci dans leur maison. Tu vois, pour avoir les arguments, pour ne pas les frustrer, il faut prendre en considération et connaître la maison quand même. Tu es obligé de connaître la maison en fait. Ça te permet de connaître la maison. Ce qui va et ce qui ne va pas. C'est bon pour toi ? C'est bon. Voilà. Alors ensuite, attends, j'ai reçu un message, excuse-moi. Deux messages. 15h15. Parfait. Voilà, alors on a vu. Donc on a vu. Donc prospection, je t'ai expliqué les 3 types de prospection. L'estimation, je t'ai dit quand tu vas chez les propriétaires, toutes les informations qu'il faut prendre, dont le DPE et tout ce qui s'ensuit. Le mandat, je t'ai expliqué les 3 types de mandats avec lesquels on travaillait. Donc une fois que ta pub est faite, tu as fait les photos, tu as lancé ton annonce sur Hector,
ça va être diffusé. Et là, tu vas commencer à brasser des appels téléphoniques de clients potentiels acquéreurs. Alors, quand on reçoit des appels de clients potentiels acquéreurs, donc là, tu vas commencer à te constituer un fichier client, un portefeuille client. Donc, ils vont commencer à t'appeler par rapport aux annonces. Oui, j'ai vu votre annonce, votre maison à vente sur Roubaix, elle est toujours disponible. Oui, bien sûr. Écoutez, est-ce qu'il serait possible de faire une visite? Elle nous intéresse. Oui, très bien, madame. Par contre, j'ai besoin d'avoir quelques renseignements supplémentaires. La dame va dire oui, qu'est-ce qu'il faut? Alors, j'aimerais en amont, bien entendu, savoir si vous avez effectué vos démarches pour votre dossier de financement auprès de votre conseiller bancaire ou courtier, pour voir si vous avez un dossier stable et valable pour rassurer le propriétaire. On est obligé d'au moins avoir l'information, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'il faut dire en fait. Quand les gens vont commencer à t'appeler, et elle va dire oui, oui, on a déjà fait les démarches, ou non, on est en cours. Donc s'ils te disent non, tu peux leur proposer notre courtière. Voilà. On peut vous envoyer notre courtière qui vous fera une étude de capacité d'emprunt et ça va vous permettre de savoir si vous pouvez vous lancer pour votre projet d'habitation, d'achat d'habitation ou quoi que ce soit, tu vois. Donc souvent, les gens, ils vous appellent, mais nous, on doit être astucieux parce que toutes les infos qu'on récolte et toutes les infos que l'on donne au téléphone quand les clients nous appellent, ça vaut de l'or. Donc il faut faire attention à ce que tu dis, en fait, tu vois. Surtout, on ne donne jamais l'adresse du bien parce que le mandat, on doit protéger aussi le propriétaire. Donc on ne donne jamais l'adresse du bien, sinon ils sont capables d'aller raccrocher, aller te courir, frapper à la porte et nous devancer. Et toi, tu ne vends jamais en fait. Donc ça, c'est la chose, prix numéro 1, ne jamais donner l'adresse du bien aux clients qui appellent au téléphone. Parce qu'ils sont astucieux, ils vont essayer de se creuser et savoir. Hein. Et ça, tu t'en apercevras, hein, tu verras. Et par contre, tu peux donner un secteur. Comme là, moi, j'ai une maison qui est en vente rue du Cartigny à Roubaix, j'ai eu un appel tout à l'heure. Oui, vous pouvez me donner l'adresse? Ah ben non, monsieur, pour des raisons de sécurité des mandats, je ne peux pas. Ah ben c'est quel secteur? Secteur Cartigny. En fait, elle est rue du Cartigny, mais j'ai pas dit. J'ai dit c'est dans le secteur Cartigny, pas loin du boulevard de Metz, à Roubaix. Ah ok, d'accord, très bien. Tu vois, au moins il y a une indication, mais tu donnes pas plus. Après, il va demander grande façade, petite façade, le jardin, il va essayer de creuser, tu vois. Comme ça, lui, c'est facile, il va zoner par Google Maps ou Google Earth, il va trouver. Hein. Pour ça, il faut être très astucieux, faire attention à toutes les informations que tu donnes sur les biens que tu connais et que tu vends. Ça, c'est primordial. Tu verras, hein, tu t'en rendras compte, tu vas dire putain, Giuseppe avait raison. Donc, tu vas commencer à recevoir les appels des clients. Donc, ce sera à toi de contacter le propriétaire pour fixer une date, une heure de rendez-vous. Et ensuite, tu fais ta visite avec tes clients. Donc, tu fais la visite, tu expliques techniquement la maison, ceci, cela, avec ta petite touche d'humour. Tu vois, il faut être bienveillant pour les clients, toujours avec la bienveillance. Et c'est là que le rôle du commercial rentre en jeu. Donc, tu dois apporter tous les arguments positifs de la maison. Même si le client remarque un aspect négatif de la maison, c'est pour ça que tu dois avoir en connaissance de cause le DPE au cas où. Trouver les arguments, même si c'est des points négatifs, trouver les arguments pour transformer ces points négatifs en arguments positifs. Ça, c'est difficile aussi à faire, mais il y a possibilité de le faire. En fait, c'est dans la tchatch. Tu dois toujours trouver les mots pour accrocher le client, en fait. Le but, c'est de vendre. Hein. Donc, tu dois mettre en avant le bien. Tu dois le connaître par cœur. Hein. Le bien, tu dois le connaître par cœur. Hein. Nombre de chambres, les travaux qui ont été effectués, ceci, cela, tu vois, c'est tout un travail, c'est tout un process. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. Mais tu vois, en fait, c'est passionnant. Hein. Franchement, c'est passionnant. Mais bon, voilà, après... Donc, les clients, soit ils seront emballés, ils vont dire, on va réfléchir, on vous tient informé. Toi, tu dois faire ton closing. Quand on dit faire le closing, tu trouves un storytelling, tu inventes une histoire. Ben, écoutez, j'ai une visite juste avant vous. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai une visite là tout à l'heure juste avant vous. Les clients sont fortement intéressés, ils risquent de faire une offre. Donc si vous prenez trop votre temps, ça risque de vous passer sous le nez. Donc il faudrait que j'ai une réponse rapidement quand même, tu vois. Voilà, mettre un petit coup de pression en fait au client, tu vois. Et ensuite, soit ils font une offre au prix. Alors là, c'est rare, mais ça peut arriver. S'ils te font une offre au prix, alléluia, t'as vendu au prix, c'est top. Par contre, en général, les clients, qu'est-ce qu'ils font? Négociation. Donc c'est là aussi que le commercial en immobilier doit rentrer en action, la partie négociation, qui est la partie la moins, comment dire, c'est la plus compliquée en fait. La négociation, il faut vraiment garder le cap. Nous, en tant que commerciaux, en priorité, on doit garder le prix de nos frais d'agence. Parce que les clients, ils vont vouloir faire baisser nos frais d'agence prioritaires. Tu vois? Donc nous, dans l'idéal, il faut toujours... Si, admettons, tu vends un bien à 200, allez,
un bien à 250 000 euros et il y a 12 000 euros de frais d'agence. OK? Alors, attends, je vais dire, alors, admettons, 250 000 euros FAI, allez, tu as 10 000 euros de frais d'agence. 10 000 euros de frais d'agence. Le client, il dit, ben voilà, je vous fais une offre à 230 000 euros FAI. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est dur, hein? À ce moment, je peux pas vous dire parce que je sais Voilà, pas. alors ce que tu fais, tu dis, bah écoutez, vous faites une offre à 230 000 euros. Tu appelles le propriétaire, tu dis, voilà, j'ai eu une offre relativement dure, enfin difficile. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous dit? Non. Alors, soit ils font une contre-offre, ils disent, non, non, nous on veut à hauteur de autant. Tu essayes de monter un peu, tu rappelles tes clients qui ont fait l'offre, tu dis, bah écoutez, ils veulent à autant. Est-ce que vous vous alignez? Tu vois, et c'est à toi de faire monter les enchères en fait. S'ils disent oui, tant mieux. S'ils disent non, ben, tu as perdu ta vente, mais le but c'est de la garder. Donc c'est là qu'on peut éventuellement adapter nos frais d'agence pour dire, ben, vous augmentez, admettons, au lieu d'augmenter de 10 000, vous augmentez de 7 000 et nous on baisse un peu pour que ça... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On doit essayer de trouver un équilibre, mais on ne doit pas tuer nos frais d'agence non plus. Hein. Nous, on ne doit pas baisser de 5 000 euros nos frais d'agence, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais un petit pourcentage, allez, 1 ou 2% en moins, tu vois, c'est déjà énorme hein, pour nous. Voilà, il y a tout un process en fait. Nous, le but, c'est d'essayer de faire monter à chaque fois les offres. Ça, c'est prioritaire, c'est primordial. Donc, si l'offre est acceptée, donc ils vont te faire un papier, je suis signé, monsieur, madame, faisons l'offre à hauteur de 235 000 euros, admettons si ça a été accepté ou tu as trouvé la négociation à 235 000 euros FAI. Hop, on envoie chez le propriétaire qui doit signer comme quoi qu'il est d'accord. Une fois que c'est OK, on passe au fameux compromis de vente. Donc le compromis de vente, c'est un document qui explique bien ce que ça veut dire. C'est le compromis entre les vendeurs et entre les acheteurs. Et entre l'agence aussi. Alors, je te propose de prendre une toute petite pause de 5 minutes. Je prends une pause pipi et on revient. OK? Je vais laisser, vas-y. Je ne sais pas si tu fumes ou quoi, non? Prends une petite pause parce que je t'ai donné beaucoup d'informations, je te l'ai dit, hein. Tu vas avoir mal à la tête ce soir. Mais on reviendra, au bon moment, on reviendra dessus. Rassure-toi, il ne faut pas avoir peur. Je serai là pour te conseiller, te réexpliquer à plusieurs reprises s'il le faut. Voilà, il faut que ça rentre petit à petit, ça doit rentrer dans la tête. Ok? Bon, attends, je prends une pause, j'arrive.
assis. Bon, alors le mandat, c'est quoi un mandat? C'est Le mandat. ouais. Une Faut bien résumer Autre- certains mots renteurs. autorisation. Autorisation de mise en vente Autorisation. et de visite. Non, faut nous parler du mandat simple. Ouais, bah, que ce soit mandat Mais simple. oui, c'est vrai, Voilà. ça permet de voir. Mandat, autorisation de mise en vente. Voilà. Nous, l'objectif, c'est ça, c'est rentrer du mandat, et augmenter le plus de biens en vente, en fait, dans l'agence. Tu vois, le but est là. Et au plus tu rentreras du mandat, au plus tu auras des chances, parce qu'attention, c'est pas parce que tu rentres un mandat qu'il sera forcément vendu. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Donc, au plus tu rentres du mandat, et au plus tu auras de chances de vendre et de te faire de la com, quoi. Mais pas avant. Pas avant. As-tu des questions par rapport à tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant? Après, tu reliras à tête reposée, tu verras, ça ira beaucoup mieux. C'est pour ça que je t'ai dit, prends des notes. Et ce que tu peux prendre en photo, c'est ça. Comme ça, tu auras le plan. Regarde, tu peux prendre en photo ça si tu veux. Comme ça, tu auras des images. Regarde, attends. Voilà, ça c'est tout le parcours, du début jusqu'à la fin, pour une vente. Et après, tu peux prendre... tiens, les mandats de vente, comme ça, tu les retiens aussi. Mandat de vente. Bon, ça, prospection, tu sais, téléphonique et tout, je t'ai expliqué, ça sert à rien de le prendre en... Voilà, et puis après, ouais, bah c'est bon, mandat de vente. Voilà, au moins, ça, c'est tout ce qu'il faut. En fait, voilà, tu réussis à avoir ton mandat de vente, que ce soit simple ou semi-exclusif ou exclusif, on met en vente sur le site internet avec les photos, les textes, on fera les textes et tout, enfin, tu feras les textes et tout, c'est ton travail après. Hein. Toutes les infos, tu as ta fiche technique où tu as toutes les informations comme je t'ai expliqué, ça va t'apporter énormément d'aisance pour pouvoir faire ton annonce. Et t'hésites pas, avec les photos, à remémorer la maison, comment elle est située, tu vois. Avec les photos, à travers les photos, tu vas pouvoir te remémorer, à tel endroit il y avait ça, à tel endroit il y avait ça, comme ça tu pourras le dire dans l'annonce. Alors, pour faire les annonces, tu peux faire tes annonces. On a des textes types, je te montrerai, hein, tu te baseras sur nos annonces à nous déjà existantes, tu verras comment ça fonctionne. Après, tu prendras ton habitude aussi. Bon, bien sûr, il faut éviter de faire des fautes d'orthographe parce que ça nous arrive aussi. Hein. Moi, je ne suis pas très très fort en français, tu vois, je te l'avoue. Et ça m'arrive de faire quelques fautes d'orthographe, donc il faut être très vigilant pour ça, parce qu'il y a des gens qui ne te feront pas confiance s'ils voient des fautes d'orthographe sur ton... Ça arrive, hein, ça peut arriver. Donc l'annonce, il faut faire une annonce, mais pas trop développée non plus. Il faut que l'annonce attire. Alors Lionel aime bien employer le terme faire des photos sexy, à faire une annonce sexy, pour attirer à la vente, à la curiosité, tu vois. Après, si tu donnes tout le détail sur ton annonce, c'est mort. Les gens, ils se cassent pas la tête, ils vont pas passer 5 minutes à tout lire. Il faut un truc global, rapide, mais avec l'accroche et qui accroche vraiment, qui attire vraiment à aller visiter la maison en fait. Voilà. Et tu verras que ça aussi, ça s'apprend avec le temps et avec l'expérience, et tu feras des annonces top quoi. Le but c'est de faire des annonces top aussi pour attirer. Et je t'invite à aller voir notre site internet. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, notre site internet parce qu'il y a l'ancien et le nouveau. Hein. L'ancien il est mort, hein. C'est fini. Hein. Il est encore disponible, mais c'est l'ancien. C'est lequel que tu as vu? Ouais. Parce qu'il y a l'ancien, mais nous, le nouveau, c'est lm-imo.fr normalement. Ouais, ça. Oui, celui-là, ça c'est le nouveau. Voilà. Donc là, tu peux consulter nos ventes, les biens, comme ça tu peux t'imbiber, voir un peu. Et il y a les liens vidéo aussi dessus. Tu as des petits liens vidéo des fois. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Voilà, donc une fois que tu as tout ça, tu fais tes annonces, on diffuse, tu auras des appels, comme je t'ai expliqué là avant de prendre la pause. Donc une fois que l'offre, la partie négociation, vous avez trouvé un terrain d'entente entre les propriétaires et les acheteurs, et que tu as le document signé, noir sur blanc. Alors nous, moi je le fais noir sur blanc, sur une feuille, ils écrivent, on a un modèle de texte, ils font la même chose. Hein. Voilà, c'est tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, on passe au compromis de vente. Alors, le compromis de vente, donc voilà, il est noté. Tu vois, il faut savoir que le propriétaire doit d'abord accepter l'offre d'achat faite par le ou les acquéreurs, comme je viens de t'expliquer là à l'instant. Elle est soit faite à la main ou par mail. On peut aussi recevoir par mail, mais moi, ce que je conseille aux clients, aux propriétaires, c'est de prendre un courrier, l'écrire à la main, signer tous les deux, enfin les futurs acquéreurs, prendre une photo, clac, et me l'envoyer par email. Comme ça, moi, je l'imprime et je le fais signer par les propriétaires.
Ça, c'est une alternative. Ou alors, ce qui est bien aussi dans l'émotion, c'est d'aller directement chez les propriétaires avec l'offre à la main, qui a été faite par les futurs les acquéreurs. On arrive chez les propriétaires, hop, on pose sur la table, voilà, j'ai une offre, est-ce qu'on y va ou non? Et tu essaies de motiver les gens aussi, hein. C'est notre travail, hein, de faire ça. Et ça, je t'expliquerai aussi au moment voulu comment motiver les gens pour accepter les offres. Bah, je t'en ai donné un petit échantillon tout à l'heure, mais bon, voilà, il faut... Putain, je transpire, ça m'énerve. J'ai chaud. Je vais mettre comme ça un petit peu. Bon, ça, c'est... Alors, le compromis. Donc, je reviens sur le compromis. Voilà. Alors, le compromis, il faut savoir qu'il y a certains propriétaires qui vont nous embêter en disant ouais, moi, mon compromis, il n'y a rien à faire, je vais le faire par mon notaire. Ok, mais nous, on a la capacité, on a la capacité de pouvoir rédiger les compromis. Donc, ça fait partie aussi de notre mission. Donc, on peut très bien rappeler que dans le mandat, voilà, c'est stipulé qu'on s'occupe de tout de A à Z. Donc, généralement, on fait le compromis. On fait le compromis donc de A à Z. Donc, on rédige ce document. Je vais t'en montrer comment c'est un compromis de vente. Alors, le compromis, c'est le document qui va engager le vendeur à aller jusqu'au bout de la vente, une fois que c'est signé des deux parties. Partie vendeur, partie acquéreur. Voilà, tu vois, donc le compromis engage le vendeur à aller jusqu'au bout de la vente. Le vendeur, hein, il est engagé à aller jusqu'au bout de la vente. Il n'a pas le droit de se rétracter, le vendeur. Par contre, les acquéreurs, ils ont 10 jours de rétractation. Une fois que le compromis est signé, ils ont quand même 10 jours de rétractation. Ils peuvent très bien, à tout moment, arrêter le compromis et le bien revient en vente, en fait. Tu vois ? Parce qu'une fois que l'offre a été signée, acceptée des deux parties, nous, on doit commencer à rédiger le compromis. Il faut savoir que le bien, on ne doit plus le présenter, une fois que c'est signé des deux parties, c'est fini. Même les autres agences, si c'est un mandat simple, les autres agences ne peuvent plus ramener de clients. Une fois que c'est signé par les deux parties, c'est terminé. On lance le compromis. Donc en fait, c'est vendu, quoi. Enfin, vendu. Maintenant, il faut que le crédit passe. Donc voilà, donc le vendeur ne peut plus se désister une fois qu'il a signé le compromis. Par contre, les acquéreurs ont 10 jours de rétractation. On appelle ça la loi de la SRU. Je reviendrai là-dessus plus tard aussi. Donc tu vas y noter, l'acquéreur, lui, dispose d'un délai de 10 jours de rétractation après la signature du compromis et tous les dossiers. Alors, le compromis, une fois qu'il est signé par tout le monde, donc on renvoie l'exemplaire à chacun. On envoie aussi la fameuse loi des 10 jours de rétractation par courrier recommandé, mail recommandé avec accusé de réception, qui va enclencher les 10 jours de rétractation, une fois que c'est réceptionné chez le client. Et on lui envoie en même temps les DPE. On les a déjà donnés avant, parce qu'avant une signature, on donne toujours les DPE. Tu vois, c'est normal. Quand quelqu'un est vraiment intéressé, il va te demander les DPE. Mais on doit les envoyer, pour la loi, on doit les envoyer en même temps que l'exemplaire du compromis et la loi des 10 jours de rétractation. Est-ce que tu as compris? Alors, un compromis, ça se présente comme ça, quand je vais te montrer. Alors, compromis... Hop. Bon, c'est un document tu connais les DocuSign? Les quoi? DocuSign. Non. Alors, attends, ouais. Compromis. Voilà, là, il y en a un. Voilà, alors le compromis. Alors, c'est un long document. Et en fait, on remet toutes les informations sur la maison, sur les vendeurs, toutes les infos sur les vendeurs, avec la date de naissance. C'est pour ça qu'il faut la carte d'identité, tu vois. Après, avant de rédiger un compromis, je te donnerai la liste de tous les documents qu'il faut pour le faire, hein, bien sûr. Toutes les informations pour les acquéreurs. Donc, information vendeur, information acquéreur, tous les deux, monsieur et madame. Voilà. Tu vois, monsieur et madame sont mariés depuis le 14 mars, sous contrat de mariage. Voilà. Ici, la situation et la désignation du bien avec les cadastres, on doit tout mettre. Hein. Comme quoi que c'est relié au réseau parrain tout à l'égout. Surface habitable environ 140, tu vois, on met à peu près. Après, néant, ça c'est quand il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de mettre. Il y a des choses, des fois on met, des fois on ne met pas. Hein. L'année de construction, et là c'est la partie des diagnostics. On met tous les diagnostics qui ont été effectués. Tu vois la date des faits. Parce qu'il y a des délais, il faudra faire attention les diagnostics par rapport aux délais, si on rentre dans les délais ou non, sinon il faut les refaire. On est obligé d'avoir les diagnostics à jour pour la vente. Quel que soit le type de propriété, on est obligé d'avoir les diagnostics à jour. C'est très important. Alors là, on indique le prix, tu vois. Alors le prix, tu vois ici,
avec la liste chiffrée du mobilier. Donc ça, je t'expliquerai plus tard aussi. C'est un truc tout simple, mais je t'expliquerai plus tard. On met la taxe foncière. Et après, donc ça, c'est la partie, s'il n'y a pas de crédit, donc là, il y avait un crédit, donc c'est la partie crédit, à l'aide d'un emprunt immobilier, tu vois. Donc là, tu mets le prix de vente, donc le prix des meubles, provision d'actes, donc ça, c'était ouais, les actes notariales, on note. Et eux, tu vois, ben, c'était charge acquéreur. Ils ont eu les 9430 à payer, des frais d'agence. Donc là, eux, ils ont dû mettre ça dans leur crédit. Donc bon, eux, ils ont eu de la chance, le crédit est passé, j'ai réussi à vendre, mais maintenant, aujourd'hui, ça passe plus. Hein. Il faut les passer en vendeur, pour plus que les frais d'agence empiétissent sur leur crédit à eux, leur emprunt. Tu vois, on met tout. On met les revenus des emprunteurs, on met le crédit avec le taux, donc les organismes financiers qui travaillent ensemble, avec qui on travaille, on met les délais, on met des conditions particulières s'il y a, et la condition, alors ça c'est une condition, dans le compromis c'est la condition suspensive. Donc condition suspensive, c'est l'accord de crédit. Ça veut dire le compromis, la seule chose pour laquelle le compromis ne sera plus valable, c'est si les acquéreurs n'ont pas leur crédit. Sinon, ils sont obligés de faire le nécessaire pour avoir le crédit. Ils doivent avoir minimum 3 refus de banque. Hein. Minimum 3 refus de banque pour arrêter un compromis. Je ne sais plus si c'est 3 ou 5, mais je pense que c'était 3 de mémoire. Donc, bien sûr, si ils n'arrivent pas à avoir leur crédit, il faut une attestation par leur courtier ou la banque comme quoi ça a été refusé. Hein. Ça, c'est important aussi. Hein. Et du coup, avant la partie négociation, etc., on leur demande quand même s'ils ont fait les démarches. Oui, ah oui, bah ça toujours, nous, dès le départ, avant la visite. On le sait avant, ça. Ouais, mais des fois, Au dernier moment. non, en fait, entre ce qu'on sait et la réalité, Ok. il y a un gros fossé. Hein. Ça, faut se préparer. Hein. Entre ce que les gens te disent et ce qui arrive à la fin, il y a un gros fossé. Hein. C'est complètement différent. C'est pour ça qu'il faut bien préparer le dossier, bien, tu vois, il faut faire attention à tes clients aussi. Hein. Puis avec avec l'expérience, tu palperas les gens en fait. Tu sauras si la personne te dit vrai ou non. Avec l'expérience, tu vas le savoir après. Bon, après voilà, en fait, on met toutes les informations sur le bien, on met le notaire chez qui on va signer, tu vois. Voilà, il y a la clause pénale aussi, si jamais les acquéreurs au final ne veulent plus acheter la maison. Comme ils sont engagés, si c'est après les 10 jours de rétractation, s'ils arrêtent la vente, ils doivent payer une clause pénale. C'est-à-dire ils doivent 10% du prix au propriétaire, plus payer les frais d'agence à l'agence, si jamais ils arrêtent l'achat. Ce qui peut arriver aussi, hein. Ça pourrait arriver. Hein. Voilà, donc en fait le compromis, une fois qu'il est signé, on envoie tout chez le notaire, avec tous les documents de la maison, le DPE et compagnie, et les documents vendeurs et acquéreurs. Voilà, et ensuite, donc le compromis, une fois que le compromis est envoyé, voilà, après, ici tu as le plan des 3 mois de... Alors une vente, ça dure 3 mois. À partir du moment où le compromis a été signé, ça dure 3 mois. Alors pourquoi ça dure 3 mois? Je t'explique. Je vais te montrer. Pourquoi ça dure 3 mois une vente? Alors, il y a la timeline compromis de vente. Timeline, donc c'est-à-dire les 10 jours de rétractation. Donc une fois que les 10 jours de rétractation sont passés, les acquéreurs sont dans l'obligation de trouver un financement. Donc nous on mettait, à la base c'était 40 jours pour trouver un crédit. Ensuite on est passé à 60 jours. Et maintenant comme les banques, c'est compliqué, c'est beaucoup plus long pour avoir un crédit, on passe à 70 jours. Donc là, les gens, une fois que les 10 jours de rétractation sont passés, les clients ont 60 à 70 jours pour trouver un crédit, quel que soit l'organisme bancaire ou courtier. Pendant ce temps, le notaire fait une demande de déclaration d'intention d'alinéer. Donc on appelle ça la DIA. Ça, c'est un document que le notaire doit demander à la mairie, parce qu'en fait, la mairie, elle est prioritaire si elle veut acheter la maison qui est en vente. Voilà, donc si la mairie dit non, on n'est pas intéressé par la maison, la vente ira jusqu'au bout. Par contre, si la mairie met en marche la DIA, elle dit non, on veut garder une partie de la maison ou la maison, là, ça met en péril la vente. Donc c'est une autre condition aussi qui fait que ça peut annuler la vente pour l'acquéreur en fait.
Mais le propriétaire sera payé, et nous aussi, par la mairie, dans ces cas-là. Mais il faut que la DIA soit activée. Si ce n'est pas activé, voilà, c'est que la mairie ne veut pas le bien, et là, on peut aller jusqu'au bout. Donc, c'est les deux choses importantes. 60 à 70 jours pour avoir... Et 2 mois, il faut compter 2 mois, une fois que le compromis a été envoyé chez le notaire envoie la demande de DIA à la mairie, pour savoir si la mairie elle veut racheter ou non. Et ensuite, une fois que la condition... Voilà, il y a un délai de 70 jours. Une fois que les 70 jours, 60 à 70 jours sont passés pour le crédit, s'ils n'ont pas réussi à avoir le crédit, il faut l'attestation de refus, ce que je t'ai dit tout à l'heure, 3, sinon ils sont obligés de payer les conditions, la clause pénale. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour avoir leur crédit. Ils n'ont pas tenu comment dire, leur engagement en fait, tu vois. Mais si le crédit est accepté pendant les 60 jours, eh ben c'est bon, à partir de la fin du délai, il y a tout le process qui se fait avec le notaire pour débloquer les fonds, et après on a une date pour signer. Il faut compter à peu près 15 jours. Une fois que le crédit est accepté, il faut compter 15 jours pour débloquer les fonds. 15 jours à 3 semaines. Donc c'est pour ça que ça met 3 mois. C'est long parce qu'il y a toutes ces étapes en fait. Tu vois, on ne croirait pas comme ça. Hein. Donc nous, pendant ce temps, on est en mode, on ne sait pas, il y a des moments c'est compliqué, tu ne sais pas s'ils vont avoir leur crédit, là, il y a une banque qui dit non, on ne peut pas, alors ils vont voir une autre banque elle dit oui, c'est peut-être faisable, mais alors tu es là, tu es en attente, tu ne sais pas en fait. Et c'est ce qui crée cet effet d'ascenseur émotionnel. Et c'est un métier, c'est tout le temps comme ça. Hein. L'immobilier, c'est tout le temps un ascenseur émotionnel. Hein. C'est pour ça qu'il faut se préparer, psychologiquement, il faut être fort. Hein. Il faut être fort et il faut avoir l'aptitude pour tenir en fait. Oula, non, c'est moi. Alors, tu vois, en fait, le croquis, il reprend là-bas. Voilà, acceptation de l'offre entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, ça, c'est nous. On s'occupe de la partie négociation. Ouais, vas-y, tu peux. Hein. Signature du compromis. On rédige le compromis ensemble. Donc, ce sera le responsable avec le commercial. Le commercial s'occupe de récupérer tous les documents, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et on fait le compromis ensemble. On l'envoie. On envoie l'exemplaire signé chez le notaire qui, lui, met en route la demande de DIA, donc le droit de préemption à la mairie, d'aligner et de préemption à la mairie. Et une fois que le compromis est signé par tout le monde, les acquéreurs doivent faire tout le nécessaire pour essayer de trouver un financement. Et ils ont 60 jours. Là, au début, c'était combien 45 jours au début. Tu vois, ça, c'était l'ancien croquis. Maintenant, on est passé à entre 60 et 70 parce que les banques, elles mettent beaucoup plus de temps à trouver le crédit, comme je te disais. Voilà. Et après, une fois que la DIA, elle est OK, une fois que le crédit est OK, le notaire fait le nécessaire pour mettre une date butoir de signature et on a tous rendez-vous et on signe l'acte définitif. On signe, c'est les vendeurs et les acheteurs qui signent. Nous, on est juste là pour accompagner. On est juste là pour accompagner et ensuite on se prend une petite photo si le notaire veut bien, parce que des fois tu as des notaires qui ne veulent pas se montrer. On prend une petite photo et on le balance sur Facebook pour nous faire une petite pub, comme quoi qu'on a réussi à aboutir une vente jusqu'au bout en fait. Parce que ça nous demande beaucoup d'énergie, hein. On ne dirait pas, mais ça nous demande beaucoup d'énergie. Hein. Les vendeurs doivent donner ça, donc tu dois appeler les vendeurs pour avoir tel document. Des fois ils les ont, des fois ils les ont pas, donc c'est compliqué. Les acheteurs ils réclament tel document sur la maison, donc tu dois te débrouiller pour, tu vois, on est l'intermédiaire en fait. En fait, nous on est commercial mais en même temps médiateur, c'est-à-dire on est au milieu pour arranger les deux parties. Quel que soit le souci qu'on peut rencontrer, on est obligé d'être là pour essayer de trouver des solutions. C'est notre métier. C'est ça un bon agent immobilier. T'es d'accord avec moi? Voilà, donc après tu verras, tu t'apprendras, oui, tu vois, le diagnostic à avoir au complet, c'est ce que je disais. Avant tout ça, pour le compromis, il faut le diagnostic au complet, sinon ça bloque la vente aussi, hein. Ça peut bloquer la vente. Mais en fait, c'est la même chose, hein, parce que là, c'est dans les bonnes dates, enfin les bons délais. Des questions? Non? Alors, ouais, voilà, tu as pris la photo. Voilà. Comment? Quand on arrivera là, j'arrive. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on arrive à l'acte authentique de vente, ce que je disais, là, tu vois, après tout ça. Et puis, il faut l'accord de la banque aussi, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Alors, est-ce qu'il y a un point que tu as envie de comprendre un peu plus sur ce qu'on vient de voir là maintenant? Vas-y, je t'en prie, regarde. Alors, bien entendu, quand tu travailles dans l'immobilier, donc là, tu vois, ta tenue, t'es parfait. Il faut être présentable aussi pour les clients, tu vois.
Bon, moi aujourd'hui, alors, moi j'aime bien m'habiller un peu à la moitié classe avec. Bon, ça m'arrive de mettre des baskets, j'aime bien. Bon, j'essaie de. Mais tu vois, tant que c'est pas des grosses Nike Air ou des trucs comme ça, mais il faut quelque chose de. Faut être classe en fait. Voilà, tu peux très bien être décontracté, mais classe aussi. Tu vois, aujourd'hui, je trouvais qu'avec la chaleur, j'ai du mal, je transpire beaucoup. Je pouvais pas me mettre une chemise, quoi. Donc j'ai mis un petit polo, voilà. Mais faut quand même, tu dois avoir la prestance de commercial. Tu dois travailler sur ta prestance, c'est très important aussi. Ok? Mais ça, tu sais le faire, hein. Sinon, tu vois, c'est important. C'est la bogossitude, comme on dit. Alors, est-ce que tu as des questions sur tout ce qu'on vient de voir, comme je t'ai expliqué? On reviendra, entre deux, on reviendra sur des points importants. Le principal, c'est que tu prennes conscience de ta mission. Donc, en priorité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu arrives, admettons, mardi, tu viens, tu commences. Qu'est-ce que tu fais en premier? Bon, on aura notre rendez-vous, je te rebrieferai un peu, bien sûr. Mais tu commences par quoi? Toi qui débutes, là, ça y est. Par rapport à ce que je viens de t'expliquer. Je commence par chercher le propriétaire. Ouais, alors tu fais comment? Bon coin, voilà, tu commences. Alors, il faut savoir un truc, c'est que comme on est plusieurs collaborateurs, on fonctionne avec des groupes Messenger. Donc, on a 3 groupes. On a le groupe de l'agence, donc on se parle entre nous, des fois on sort des conneries, on rigole, enfin voilà, ambiance familiale, mais tu vois, dans le respect de tout le monde, bien entendu. Hein. On parle, ou si on a, bah tiens, je vais être en retard aujourd'hui, je serai là, je serai pas là, je suis en retard, j'ai un rendez-vous là, j'ai un rendez-vous, je serai en retard ou je pourrai pas être présent, ou des choses comme ça. Donc on a un groupe principal. Ensuite, on a un groupe qui s'appelle rentrée de pige. Donc rentrée de pige, rentrée de pige, ça veut dire, tu fais ta pige téléphonique, hop, tu vois, t'appelles, c'est bon, tu as un rendez-vous. Tu fais une capture d'écran de ton rendez-vous et tu le balances sur le groupe rentrée de pige. Comme ça, tous les collaborateurs d'LMIMO vont aller voir dessus. Hop, ah bah tiens, Mehdi a rentré ça, donc nous, on ne doit plus appeler tel bien. Sinon, on peut faire un doublon. Tu vois, donc ça, c'est très, très, très important. Quand tu commences mardi, de toute façon, mardi, tu viens, on va déjà t'ouvrir un compte Google et un compte Facebook, professionnel LMIMO. Comme ça, moi, avec ton compte Facebook LMIMO, je t'enregistrerai dans les 3 groupes. Donc, groupe principal, groupe rentrée de pige et groupe pige manquée. Donc, pige manquée, c'est l'effet inverse. Quand tu appelles mais que tu n'as pas le rendez-vous. Que tu as essayé, tu as eu un bel échange mais tu n'as pas eu le rendez-vous. Tu prends la capture d'écran, tu mets dans pige manquée. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Pige manquée, ça veut dire ben, tu as appelé mais tu n'as pas réussi à avoir le rendez-vous. Donc, les autres collaborateurs, plus tard, s'ils le souhaitent, ils peuvent rappeler la personne et s'ils arrivent à rentrer, tant mieux. S'ils n'arrivent pas à rentrer, voilà, tant pis quoi. Mais c'est pour ça qu'il faudra bien regarder qu'est-ce qui a déjà été prospecté en fait, en amont. Ok? Tu verras, c'est dans les groupes. Alors on est beaucoup au téléphone, ça tu te doutes, du matin au soir, c'est les téléphones. Et c'est un travail de communication avant tout. C'est un travail de subtil et de communication. Donc il faut vraiment que tu sois dans la good vibe en fait, hein, dans la bonne attitude à chaque fois. Après, il y a des jours où tu seras peut-être moins en forme ou énervé, ou ça peut arriver comme tout le monde. On a tous nos humeurs aussi, on a tous notre caractère. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de créer une cohésion et on doit être bien entre collaborateurs. Voilà, ça c'est la priorité ici chez LMIMO. On est comme une petite famille en fait. On est une bonne agence immobilière, on se développe. Donc on fait partie de l'aventure, on développe le truc, on développe. Et il faut qu'on doit cartonner quoi. Enfin moi, mon but c'est que mon groupe, vous, parce que je vous ai vous serez sous mon aile. Moi, je veux que vous cartonniez. Non seulement pour vous, mais pour nous aussi, tu vois. Pour LMIMO, mais c'est pour que vous réussissiez dans votre carrière d'agent immobilier aussi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu me crois, enfin, tu me fais confiance par rapport à ça. Voilà. Après, voilà, on verra bien. On n'est pas non plus à l'abri de complications. J'espère que tu seras aussi, tu dois avoir la bonne attitude, tu dois aussi avoir l'envie. L'envie, tu l'as, il n'y a pas de problème. Je le sens, tu vois, je suis entier avec toi. Moi, je suis quelqu'un d'entier. L'envie, elle est là. Maintenant, il va falloir cette envie, la transformer en bonne énergie et foncer, quoi, enfin, dans le bon sens du terme. Et moi, je suis là pour t'accompagner. Au début, je viendrai avec toi pour les rendez-vous. Au début, je viendrai avec toi. Si tu as un rendez-vous, je viendrai avec toi pour tchatcher un peu, voir comment ça se passe. Et que tu commences à prendre. Je viendrai quelques rendez-vous au début, je viendrai avec toi, comme je fais avec les autres. Hein. Ça m'arrive d'aller avec l'un, avec l'autre. Moi, c'est l'inverse. Moi, Et que tu viens avec moi aussi, quand j'ai des rendez-vous. Ouais. Ce serait bien aussi ça. Pourquoi pas? Bon, là, en ce moment, c'est très calme. Avec les vacances, les gens sont quasiment tous partis, enfin une bonne partie des gens. Et puis, voilà, quoi. On verra bien. En tout cas, on te met à disposition tous les outils pour pouvoir réussir. Donc ici, à l'agence, elle est ouverte du lundi au samedi. On a une application qui s'appelle
Alors au début, on ne la donne pas tout de suite, mais après, oui. Une fois que c'est sûr que tu restes, oui, on te la donnera. Masterlook, donc c'est une application pour que tu aies le code du boîtier à l'entrée. Tu fais le code, tu ouvres, tu prends la clé, tu ouvres la porte, tu remets la clé dans le boîtier, tu refermes. Et tu vérifies que ça, après, c'est bien refermé, tu vois. C'est pour dire d'avoir accès à la Villa Aura, que tu viens quand tu veux, en fait. Hein. Voilà, tu as un code, tu vois, et il change toutes les 2 heures, il change le code. Donc tu vois, c'est pour ça c'est sécurisé, en fait. Donc ça, les collaborateurs, vous avez ça. Après, plus tard, tu auras ton compte Hector, mais pour commencer, on fera avec mon Hector à moi. Comme les autres, c'est avec mon Hector. Mais moi, ce que je veux, c'est quand vous avez tous les renseignements avec... pour l'instant, on est 4 avec toi. Et j'ai un 5e qui doit arriver. J'avais Nicolas qui devait être là aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu venir parce qu'il y a eu un souci personnel et bon, il ne pourra pas donner suite. Malheureusement, c'était un très bon profil aussi. Et un peu comme toi, l'envie et tout. Mais bon, voilà, après... Et puis voilà, après tu auras tous les outils, on est là pour t'accompagner, on est là pour te conseiller, t'apporter ce que tu as besoin. Et après, c'est à toi aussi à devenir. Le but, c'est que tu deviennes autonome aussi. Et tu as l'équipe derrière. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, même si jamais moi je ne suis pas là, tu as les autres aussi qui pourront t'aider. Tu vois? Voilà. Et après, le but aussi, c'est que je voudrais qu'arrive un moment où vous soyez en binôme. Donc, il y a Karima dans le groupe. Karima, Ophélie, Coralie. Donc, 3 nanas. Toi, tu seras le seul mec avec moi. Le but, c'était d'avoir un 2e garçon aussi dans le groupe, mais malheureusement, il s'est désisté. Donc là, il y a une nana qui va venir après, là, vers 16h30, elle va arriver pour un entretien. Je vais devoir faire un entretien avec elle rapidement. Là, je t'ai vraiment débriefé. Je t'ai tout condensé, en fait. C'est pour ça, c'est beaucoup d'informations, mais il y a des points qu'on reviendra. Il y a certains points qu'on reviendra. Et plus tard, je te ferai la 2e partie de la formation. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps parce qu'il ne faut pas que ça te dégoûte tout de suite, en fait. Tu vois, il faut que tu imbibes un petit peu les infos. Déjà, ça, c'est déjà bien. Si tu arrives à cibler ça dans ta tête, tu vas pouvoir démarrer tranquille. Déjà, je t'ai posé la question mardi, qu'est-ce que tu fais? Oui, mardi, tu vas commencer à prospecter et tu verras, je te montrerai comment on fait aussi. Ok? J'ai quelques questions. Oui. Alors, le micro, je vais essayer de le couper.